Alors, tac, j'ai compris. Et c'est enregistré. Pas de souci. Alors, je regarde juste pour faire un partage d'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Comment je fais pour partager mon écran? Ah, faut que tu sois haute. On va t'octroyer les droits nécessaires pour pouvoir le faire. Samia, est-ce que... Ça y est, c'est OK. Olivier a dit Ok, c'est OK. merci Super, beaucoup. merci. Et ben, je vais partager. Partager. On va y arriver. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout est bon? C'est OK, on voit ton écran. C'est OK. Je vais mettre juste en grand. Tu as 275 personnes qui vont voir tes paroles. Enchantée, enchantée. Alors, juste désolée, hein, je ne suis pas habituée à Zoom. Je vais y arriver. Hum, Oui, je pense qu'en diaporama. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Ok, super. Eh ben, merci à tous pour votre disponibilité et pour l'invitation aussi à l'Estiam. Alors du coup, je vous ai fait un petit sommaire où je vais vous présenter un petit peu dans un premier temps qui je suis de manière très brève, vous parler un peu de moi et de mon parcours. Le thème, bien évidemment, de cette présentation, c'est de vous parler des ESN et notamment des pièges à éviter. Donc, comment dirais-je, dans ma présentation, je vais vraiment vous présenter une ESN de manière très, très poussée pour vous donner de la visibilité au mieux et vous faire comprendre les intérêts qu'une ESN peut avoir et vous aussi, quels sont du coup vos intérêts et quels sont les pièges du coup à éviter. Donc, dans un premier temps, on va parler de ce que c'est qu'une ESN, vous définir et vous expliquer ce que c'est. Par la suite, je vais vous parler de votre futur rôle, puisque là, j'imagine que on s'adresse à des jeunes étudiants et donc des futurs ingénieurs qui seront et vous serez potentiellement amenés, en tout cas, dans votre carrière à travailler avec des ESN. Donc, vous parlez vraiment de ce rôle de consultant et de la relation que vous aurez avec votre futur ESN. Parler un petit peu aussi des embauches, des différents types d'embauches que peut proposer une ESN, contrairement à un client final ou à un client classique. Et vous parler à la fin, je préférais vous mettre la présentation de 42C à la fin pour vous en parler assez brièvement. Et vous laisser un petit temps de questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à noter vos questions et on prendra le temps à la fin pour y répondre. Alors du coup, dans un premier temps, je vais vous parler un peu de moi. Donc moi, je me présente, donc je suis Myriam Mouraghi, je suis directrice ressources humaines au sein du groupe 42C. Ça fait 7 ans maintenant que je travaille pour la société 42C qui est une ESN, donc je vous expliquerai bien évidemment ce que c'est qu'une ESN. J'ai commencé chez 42 en alternance et j'ai pu évoluer donc sur différents postes, donc principalement alternante en recrutement, puis par la suite chargée de recrutement, responsable recrutement, responsable RH et aujourd'hui donc directrice ressources humaines. Donc 42, voilà, c'est une société qui m'a beaucoup apporté, qui m'a accompagnée, qui m'a vraiment proposé un plan de carrière qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu atteindre ce poste à même pas encore 30 ans. Par ailleurs, j'interviens aussi en tant que référente auprès de My Job Glasses. Alors, c'était important pour moi de vous en parler. My Job Glasses, c'est un outil en ligne qui met en relation des professionnels avec des personnes qui souhaitent se renseigner sur un métier. Donc, en tant aussi que en tant qu'étudiant et futur salarié, vous pouvez utiliser ce site de manière complètement gratuite pour interagir avec des professionnels et pour pouvoir bénéficier de conseils. C'est des points vraiment soit physiques, soit vidéo, soit téléphoniques avec un professionnel qui vous accorde son temps. Et c'est du temps personnel pour le coup. Hein. Ce n'est pas du tout rémunéré ou quoi que ce soit. C'est vraiment à titre gratuit pour vous aider et pour aider n'importe qui à répondre à ces questions. Donc voilà. Alors, ESN, SS2I, cabinet de conseil ou boîte de consulting. Donc, c'est des synonymes, hein, bien évidemment. Pourquoi j'ai précisé boîte de consulting? Parce que souvent, lorsque je faisais beaucoup de recrutement, j'en fais toujours aujourd'hui, mais peut-être un peu moins, on entend boîte de consulting. C'est un terme déjà à bannir, hein, très, très important. Donc, c'était pour ça que je l'ai mis entre guillemets.
Les gens parlent de boîte de consulting pour dire ESN, SS2I, cabinet de conseil, mais ce terme, vraiment, il ne faut pas l'employer, ça ne fait pas professionnel, ça fait langage familier. Si vous parlez entre des amis et vous dites « ouais, je suis dans une boîte de consulting », c'est pas grave, hein, vous faites ce que vous voulez dans votre temps perso, mais face à un recruteur, face à un futur RH, un commercial, enfin des collègues de travail, etc., vaut mieux éviter de dire boîte de consulting, ça fait très, très moche pour le coup. Donc, initialement, on parlait, donc dans les années 80, donc je vous fais très rapidement un petit cours d'histoire, mais je vais passer très rapidement. On parlait de SS2I. Donc, vous avez sans doute peut-être entendu aussi le terme SS2I qui existe toujours aujourd'hui et qui est normalement le terme qu'on utilise en société, donc qui veut dire société de services en ingénierie informatique. Depuis 2013, les partenaires sociaux, donc l'un des syndicats qui est Syntec, a proposé le terme ESN. Donc c'est un synonyme aussi qui veut dire entreprise de services du numérique. Et tout ça pour dire que donc aujourd'hui, vous allez entendre les deux. Vous allez entendre SS2I, vous allez entendre ESN ou même cabinet de conseil. Ça fait un peu plus joli dans la manière de présenter. Cabinet de conseil, c'est juste un terme marketing, mais qui veut dire également la même chose. Et en gros, ces sociétés, qu'est-ce qu'elles vous proposent? Elles proposent en fait de la prestation de service. Donc, une ESN, concrètement, embauche en CDI ou en freelance des ingénieurs en informatique. Donc, ça peut être des développeurs, des architectes, des data ingénieurs, des DevOps ou des chefs de projet. Et on va vous proposer du coup de la prestation de service, c'est-à-dire qu'on vous embauche pour vos compétences et votre expertise fonctionnelle et technique, pour votre savoir-faire. Une ESN n'est pas là pour vendre un produit, bien que, je pèse mes mots, puisque aujourd'hui, certaines ESN le font. Elles vont créer, par exemple, je dis n'importe quoi, un moteur de recherche et vont essayer de le commercialiser auprès de leurs clients. Donc là, on est vraiment sur la vente de produits, enfin d'un produit qui est dématérialisé puisque c'est de l'informatique. Ça se fait, mais initialement, une ESN, elle est là pour proposer de la prestation de service. Donc, vous êtes embauché en CDI ou en freelance et vous intervenez chez les clients de l'ESN. Donc, ça peut être n'importe quel client, ça peut être des grands groupes, des petits groupes, des PME, etc. Côté 42, pour vous parler un peu, pour vous donner des exemples, nous, on va travailler avec des banques d'investissement ou des chaînes de télévision. Donc, ces missions vont avoir une durée plus ou moins longue. Ça peut être des missions qui durent 1 mois, ça peut être des missions qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous allez pouvoir, grâce à l'ESN, voir différents clients, différents secteurs d'activité. Donc, ça veut dire aussi différentes équipes, différentes infrastructures, différentes technologies. Ça voudra dire aussi une localisation finalement aussi différente. Donc, dans ma présentation, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je vais vous présenter de manière factuelle ce qui vous sera proposé et en même temps, je vais insister sur les points de vigilance. Donc, une ESN, en gros, c'est génial parce que vous allez avoir des missions diverses et variées, vous allez voir différents clients, différents environnements, mais d'un point de vue personnel, attention, parce que ça veut dire des durées variables et on sait tous que sur un CV, avoir beaucoup de missions courtes, malheureusement, parfois, ça peut être mal perçu. Souvent, un client aime bien voir des personnes qui ont au minimum 2 ans de mission. Là, c'est vraiment l'idéal. Ça prouve que vous êtes vraiment intervenu de bout en bout sur le projet, que vous avez vraiment apporté votre pierre à l'édifice. Un client, et notamment les grands groupes avec lesquels nous, on est habitué à travailler, part du principe que la première année, vous allez, sur toute cette année, vous approprier l'infrastructure et l'architecture et commencer vraiment à maîtriser le sujet. Et c'est qu'à partir de la 2e année où là, vous allez être vraiment autonome à 100%, parce que les projets sont très complexes. Donc là, je vous parle pour 42, mais après, pour d'autres sociétés, ce n'est pas forcément le cas, bien évidemment. Donc, faites attention aussi, donc, du coup, à la durée des missions qui vous sont proposées. Et d'un point de vue aussi personnel, la localisation peut aussi beaucoup jouer. Donc, en tant que jeune diplômé, voilà, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, n'hésitez pas à traverser tout Paris s'il faut, à faire 1 heure ou 2 heures de route. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment, si vous avez aussi envie de construire votre vie de famille, si vous avez envie d'investir dans l'immobilier et vous achetez votre maison, est-ce que vous êtes prêt à faire toujours ces 2 heures de route tout au long de l'année? Donc ça, c'est des questions aussi sur lesquelles il faut être vigilant. Lorsque vous êtes face à une ESN, dans votre contrat de travail, vous êtes mobile partout en Île-de-France et peut-être même en Provence. Donc, il faut faire très, très attention à ces petits détails.
En fonction de votre statut, donc en fonction de si vous décidez de signer un contrat en CDI ou si vous souhaitez vous lancer en freelance. Bah, vous allez négocier forcément un salaire. Donc, le salaire, c'est votre salaire. Il y a des ESN qui proposent des systèmes de primes, qui proposent de la cooptation. Ça marche très, très bien. Il y a des ESN qui vont vous proposer aussi un taux d'intéressement, etc. Ça dépend encore une fois de la taille de l'entreprise. Donc, vous pouvez avoir des salaires un peu plus bas avec plein d'avantages et où vous pouvez avoir un salaire plus avantageux avec moins d'avantages, ce qui est logique. En tant que freelance, par contre, là, vous allez négocier ce qu'on appelle un TJM. Donc, c'est un taux journalier moyen. Donc, vous êtes payé à la journée, 300 € jour, 400 € jour, etc. Faites attention, faites bien vos calculs lorsque vous vous lancez en freelance. Freelance, ça veut dire auto-entrepreneur indépendant. Vous avez aussi des charges, et des charges aussi quand même qui sont assez conséquentes. Donc, peut-être que finalement, au niveau du salaire, ce que vous allez toucher à la fin du mois, vous allez peut-être pas vous y retrouver. Donc, faites bien vos calculs par rapport à ça. Ensuite, une ESN propose du coup différents modes d'intervention chez un client. Donc, vous avez la régie. Donc, en régie, ça veut dire quoi? Donc, c'est des termes que vous allez entendre, mais que vous n'allez peut-être pas forcément comprendre. Donc, c'est aussi important quand même de vous en parler. Et du coup, c'est des choses que vous allez pouvoir après, par la suite, poser. Vous allez pouvoir ensuite poser ces questions par la suite, après, lors justement de vos entretiens avec ces ESN. Mais en gros, vous avez donc l'ATU qui est une assistance technique unitaire et l'ATG qui est une assistance technique groupée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être en régie, ça veut dire rejoindre les équipes du client. Donc, typiquement, 42 Consulting, nous, on travaille avec la Société Générale. On a des personnes qui sont en ATU. C'est-à-dire que j'ai une personne de chez 42 qui est d'ailleurs qui est DevOps, par exemple, et à qui on a proposé une mission à la Société Générale. Cette personne a accepté, a dit très bien, moi, la mission m'intéresse, je veux bien aller rejoindre les équipes de la Société Générale pour intervenir en tant que DevOps. Donc, cette personne, il est seul salarié 42 Consulting, mais il va intervenir du coup dans l'équipe du client. Donc ça, c'est une assistance technique unitaire. Une assistance technique groupée, c'est lorsque vous avez plusieurs salariés d'une même ESN. Donc là, j'ai plus un DevOps, mais j'ai un DevOps, un développeur, un chef de projet. Il faut au moins 4-5 personnes pour qu'on parle d'ATG, et voire même pour certains clients, ils parlent d'ATG lorsqu'il y en a même beaucoup plus. Ils attendent qu'il y ait 8 personnes, par exemple, sur le projet. Et du coup, dans ce cas de figure-là, il y a un avantage pour l'ESN parce que si jamais il y a un absent, c'est-à-dire si finalement il y a un salarié au cours de l'année, parce que le contrat, on a signé une mission qui dure 3 ans, mais au bout de 2 ans, il estime avoir fait tout ce qu'il a à faire et il estime vouloir voir autre chose parce qu'il s'ennuie, parce qu'il y a une certaine routine pour différentes raisons. L'ESN a la priorité en fait pour le remplacer parce qu'elle a signé un ATG avec 8 personnes et du coup, elle fait ce qu'elle veut entre guillemets, hein, mais en termes de remplacement, c'est plus avantageux pour elle. Voilà. Donc après, vous avez le forfait. Le mode forfait, c'est complètement différent. Donc c'est pareil. Alors, c'est pareil avec la régie dans le sens où on met des moyens humains à disposition d'un client. Donc toujours, on propose un service. Et donc, dans le cadre du forfait, c'est une obligation de résultat. C'est-à-dire que l'ESN discute avec un client et ils se mettent d'accord sur, dans un premier temps, le prix. Donc, le client vous dit, c'est simple, moi, je vous donne 1 an, je vous donne 500 000 €, vous vous débrouillez, mais à la fin de l'année, je veux mon application, mon outil, mon infrastructure que vous me livrez à la fin de l'année. Donc, on se met d'accord sur un salaire, une durée et le résultat attendu à la fin. Et l'ESN se débrouille pour qu'à la fin de l'année, donc une fois que le délai soit passé, pour délivrer le projet. Et donc, le forfait, souvent, peut se faire du coup directement dans les locaux de l'ESN. Dans un forfait, vous n'êtes pas obligé d'être dans les locaux du client. Vous pouvez bien évidemment être dans les locaux de l'ESN et l'ESN est libre de choisir les personnes qui vont participer au projet. Donc, les forfaits, c'est intéressant, surtout pour certaines ESN parce qu'elles pourront proposer des équipes mixtes avec des profils très expérimentés, des profils un peu moins expérimentés, et ça va permettre aussi aux personnes un peu plus juniors de pouvoir intervenir sur des projets clients concrets
Euh, et pour ces personnes un peu plus jeunes, c'est aussi le fait d'avoir le droit à l'erreur. Parce qu'on n'est pas dans les infrastructures du client, on est encore dans les infrastructures de l'ESN, donc on peut faire des bêtises, on peut faire... alors, ce n'est pas l'objectif, hein, mais si on se trompe, c'est moins grave, c'est plus facilement rattrapable. Et du coup, l'objectif étant qu'à la fin, on ait le résultat escompté. Donc ça, c'est les forfaits. La partie centre de service, c'est à la fois aussi un objectif de moyens, mais en plus, l'ESN, un objectif de moyens humains, donc c'est mettre à disposition bien évidemment des personnes. Ça se passe toujours dans les locaux de l'ESN, mais en plus, on prend en charge une partie de l'infrastructure du client. Donc, en plus d'avoir le côté humain, c'est-à-dire on a une personne qui va intervenir pour mettre en avant son expertise et pour mener à bien le projet, on va aussi avoir des infrastructures du client qu'on va, ou pour lesquelles on aura la charge. C'est ça aussi la différence avec centre de service. Et donc, dernier sujet, c'est tout ce qui est offshore. Donc, bien évidemment, on a beaucoup de clients qui proposent de l'offshore. Alors je vous avoue que moi, la visibilité que j'en ai par rapport à 42 Consulting, c'est surtout nos clients qui vont offshoriser en Inde. D'ailleurs, certains étudiants étaient, il me semble, il n'y a pas très longtemps en Inde. Mais voilà, on peut vous proposer de l'offshore, c'est-à-dire que vous pouvez vivre en France et travailler pour les États-Unis. J'ai d'anciens salariés 42 Consulting qui se sont par la suite lancés freelance et avec qui on est resté en contact et qui m'ont dit moi, je fais de l'offshore, je suis en France et je propose mes services pour les États-Unis, etc. Enfin, ils ont externalisé parce que ça leur revient moins cher pour X ou Y raison. C'est surtout un but économique, c'est de faire des économies. Et quand on fait de l'offshore, donc ça peut être bien évidemment externaliser ses développements, mais du coup, ça peut être aussi peut-être une partie de l'infrastructure ou autre. Attention, après, il y a toujours des mesures de sécurité qui sont quand même très, très importantes et qui sont mises en place parce qu'effectivement, on essaye d'éviter tout ce qui est piratage, etc. Donc, voilà, donc une ESN, en gros, donc c'est vous proposer pour vous, en tant que futur étudiant par la suite, donc un premier emploi. L'ESN est votre employeur et grâce à votre travail et grâce à votre investissement, l'ESN va dégager ce qu'on appelle de la marge. La marge, ça va être la différence entre le salaire et les coûts internes de l'ESN et le prix de vente que le client aura accepté. Donc, le but d'une ESN, bien évidemment, comme toute société, c'est de faire de l'argent. On ne va pas se voiler la face et de dégager un chiffre d'affaires. Donc voilà un petit peu pour cette première partie. On va avancer. Alors du coup, quel est votre rôle dans tout ça? Quel est votre rôle? Quelle est votre relation avec l'ESN? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que futur consultant, vous avez un devoir de représentation. Vous n'êtes pas, et attention, très important, vous n'êtes pas salarié chez le client. C'est le côté un peu bizarre parce que tous les jours, dans votre quotidien, vous serez dans les équipes du client. Finalement, l'ESN, vous la verrez que si celle-ci met en place un système d'accompagnement dont on parlera par la suite, que beaucoup mettent en place, bien évidemment. Vous les verrez que lors d'afterwork, vous les verrez que lorsqu'ils vont organiser des événements ou s'ils vont venir vous rendre visite. Mais c'est vrai que dans votre quotidien, vous êtes dans les équipes du client. Donc, vous avez un devoir de représentation. Ça veut dire il faut aussi avoir il faut avoir un certain formalisme, une manière aussi de se présenter vis-à-vis du client. Vous ne pouvez pas y aller en Bermuda, je dis n'importe quoi, en crop top ou peu importe. Il faut avoir, voilà, faut être présentable. Et après, bien évidemment, après, vous verrez, en fonction des entreprises, il y a peut-être une tenue à adapter. En banque, souvent, on est habillé en costume ou de manière très, très présentable. En chaîne de télévision, ça dépend des services. On a certains de nos clients qui sont des chaînes de télévision et pour qui c'est un peu plus cool, on peut venir en t-shirt, ils sont moins regardants. Voilà, ça dépend des clients, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on représente 42 Consulting, on représente son ESN. Et en tant que consultant, il faut savoir que vous avez aussi un rôle à jouer. Vous n'êtes pas juste là pour mener à bien votre mission, même si c'est le but principal, hein, bien évidemment. Mais vous allez pouvoir aussi être un partenaire pour l'ESN parce que comme vous êtes au cœur de la mission et au cœur du client, vous pourrez remonter des informations pour votre ESN.
Et du coup, vous allez pouvoir avoir ce rôle de partenaire où vous allez pouvoir typiquement, alors on ne vous demande pas de remonter des informations confidentielles, hein, bien évidemment, il faut respecter la confidentialité lorsque vous rejoignez un client, mais c'est plus d'un point de vue, on va dire, stratégique ou business. Si jamais votre client vous passe des messages en vous disant «Ah, on va ouvrir un prochain projet, on aura besoin d'aide», c'est des informations intéressantes à communiquer à votre ESN pour voir si après le ESN peut aider le client, bien évidemment. Heu, Vous êtes et surtout, un client, heu, alors j'aurais peut-être dû commencer par là, mais un client surtout s'il passe par une ESN, c'est parce qu'il attend de vous, de mener à bien son projet, donc c'est d'apporter votre expertise technique ou fonctionnelle. Alors là, vous allez me dire, «OK, mais nous, on est sortis d'école, on est jeunes». Alors bien évidemment, un client qui prend un junior, il le verra. Il verra votre CV, il y aura des entretiens, il y aura des tests techniques, il verra si vous avez le niveau ou pas, hein, faut pas vous inquiéter. Pareil pour le SN qui vous recrutera, il y aura tout ça qui sera mis en place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pas, systématiquement aller voir le client et lui dire: là, j'arrive pas à faire ça, parce que j'ai pas le niveau» et cetera. En tant que consultant, vous êtes là pour lui apporter des solutions et pas des problèmes. Alors, il y a problème et problème. Il y a problème parce que j'ai pas les connaissances et dans ce cas-là, ça regarde pas le client, ça regarde l'ESN et c'est à l'ESN qu'il faut référer pour leur dire: là, j'ai un projet, j'arrive pas à le mener à bien parce que j'ai pas toutes les compétences, aidez-moi et trouvez-moi des solutions». Donc ça, c'est la côté ESN et il y a le côté problème par rapport à la mission qui est, mince, il y a une infrastructure qui a sauté et là, on a un problème. Donc là, vous n'allez pas appeler l'ESN pour dire: «L'infrastructure, elle a sauté», vous allez appeler votre client et lui dire: «Il y a un gros problème, l'infrastructure a sauté». Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses, en fait, en fonction des 2 et voilà, on attend de vous de trouver des solutions, on attend de vous, d'apporter, votre expertise. Donc ça, c'est un peu votre rôle, que vous allez avoir avec, votre client. Donc et côté ESN, donc c'est un devoir de représentation qui est attendu de vous. On attend de vous vraiment ce côté partenariat, pour aussi, apporter votre plus-value, à l'ESN. Vous pouvez aussi, par exemple, coopter. Il y a énormément d'ESN qui proposent la cooptation, et là, vous participez aussi à la croissance indirectement de l'entreprise parce que si grâce à vous, on arrive à recruter une superbe personne, un super, développeur, tout comme vous ou un super chef de projet ou peu importe, qui va aussi en mission, ce sera aussi grâce à vous. Donc très important, heu, tout à l'heure, Eric me disait qu'il y a à peu près 300 personnes en ligne. Je vous invite à vous créer votre réseau et à tous vous ajouter sur LinkedIn les uns les autres parce que dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est les réseaux, c'est l'alumni entre guillemets «Estiam» et c'est très important aussi de rester en relation pour pouvoir par la suite proposer des postes à des anciens camarades, et inversement. Alors, vos interlocuteurs. Donc, dans une ESN, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents interlocuteurs. Là, je vais vraiment vous parler de manière générale et aussi de ce qu'on fait chez 42C, mais ce n'est pas vrai dans toutes les ESN. Donc, faites très attention, renseignez-vous. Si je peux vous donner un conseil, même si on va aborder la partie embauche juste après, mais mon premier conseil, c'est que lorsque vous êtes approché par une ESN, lorsque vous faites le processus de recrutement, vous avez le droit de demander au RH ou à votre interlocuteur d'échanger avec d'autres salariés de l'entreprise, parce qu'ils pourront vous dire s'ils sont contents ou pas. Ne vous fiez pas que aux avis sur Google, parce qu'il est possible qu'un salarié, qui a été licencié ou autre ait mis un commentaire négatif. Donc ne vous fiez pas qu'aux avis sur, sur Glassdoor et compagnie ou sur Google parce que, si une personne est partie en mauvais termes, elle peut s'amuser aussi à mettre un avis négatif alors que cette personne elle-même était fautif. Donc le meilleur moyen de se faire une idée sur une ESN, donc regardez quand même les avis de manière généraux, et surtout, demandez à parler à d'autres consultants d'entreprise ou sans le demander, allez sur LinkedIn, tapez le nom de l'entreprise, vous regardez qui est employé dans cette entreprise et sollicitez-les. Ça marche aussi comme ça. Moi, j'ai plein de salariés qu'on a embauchés chez 42C qui m'ont dit: «Je suis venu chez vous parce que j'ai discuté avec un tel» et j'étais même pas au courant. Et ils ont discuté avec des salariés qui ont recommandé, qui ont parlé de l'entreprise de manière, positive parce qu'eux-mêmes sont satisfaits et sont contents de ce qu'on fait chez nous. Donc voilà, donc ça, c'est un petit conseil, c'est un petit aparté. Donc, vos interlocuteurs, souvent, vous êtes contactés par un RH qui s'occupe de la partie recrutement. Les RH s'occupent de toute la partie onboarding, recrutement, formation également, évolution de carrière, etc.
Le commercial. Donc, le commercial, son travail, c'est de démarcher des clients ou de faire vivre son client. Donc, il y a différentes ESN avec différentes manières de fonctionner, mais généralement, chaque commercial gère des comptes clients spécifiques ou des secteurs d'activité spécifiques. Ils doivent maintenir une relation de proximité avec ses clients pour, dans l'idéal, avoir ce qu'on appelle des appels d'offres. Les appels d'offres, en fait, c'est la fiche. Alors, il y a la fiche projet dedans, mais un appel d'offres, c'est une description de ce que le client va rechercher, du prix qu'il est prêt à investir, du délai. Enfin, il y a toutes ces informations-là dans un appel d'offres. Et nous, souvent, ce qu'on communique, on se sert de ces appels d'offres pour créer quelques fiches de poste. Donc, c'est quelque chose qu'on retravaille parce que les appels d'offres, on n'a pas à les communiquer de manière brute à des futurs consultants ou même à des personnes de manière générale extérieures à l'entreprise. C'est des données qui sont confidentielles. Mais on retravaille quand même ces fiches de poste, enfin ces appels d'offres pour créer des fiches de poste et pour pouvoir vous donner des descriptifs détaillés sur les missions qu'on a habituellement ou les missions qu'on va avoir prochainement pour voir si on peut faire un matching et si ça peut vous correspondre. Donc, ils ont ce gros travail à faire qui est vraiment de maintenir une relation de proximité avec leurs clients, de trouver les meilleurs appels d'offres pour pouvoir après vous proposer les meilleurs postes et les meilleurs projets. Une ESN, souvent, c'est pour ça qu'il y a aussi une différence entre freelance et ESN. Les ESN qui ont su faire leurs preuves avec des entreprises, les ESN des grosses sociétés, hein, je parle vraiment par exemple de gros comptes comme Société Générale qui est immense, ou des chaînes de télévision comme TF1 qui sont très gros, ou même Airbus qui sont des très gros clients. Pour pouvoir travailler avec ces sociétés, même si vous êtes freelance, vous ne pourrez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des politiques de référencement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être référencé pour une ESN? Être référencé, c'est avoir rempli tout un questionnaire. Enfin, c'est clairement ça, hein, c'est répondre tout un dossier de référencement où on va vous demander votre chiffre d'affaires. Donc, parfois, si vous avez un tout petit chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas travailler avec ces grosses sociétés. C'est un critère, hein, c'est triste, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le business qui fait que c'est comme ça. Dans ces dossiers de référencement, on va vous demander également, est-ce que vous avez déjà fait, par exemple, des missions pour tel ou tel client? On va vous demander quelles sont vos preuves, quelles sont vos références en termes de projets, qu'est-ce que vous avez mené à bien pour d'autres sociétés pour prouver que vous avez vraiment de très belles expertises et des bons salariés chez vous et que vous avez travaillé sur des projets d'envergure. Et une fois que vous êtes référencé, vous avez ces fameux appels d'offres en priorité. Donc, il y a plusieurs niveaux de référencement. Mais plus votre référencement est intéressant, plus vous allez pouvoir avoir avant les autres sociétés, donc c'est aussi un jeu de concurrence, ces appels d'offres, et plus vous aurez ces appels d'offres tôt, plus vous pourrez proposer des consultants tôt, et surtout pouvoir aussi à vous, futurs consultants, vous proposer les meilleures offres en priorité pour pouvoir après vous positionner. Donc vous positionner, c'est-à-dire proposer votre profil à un client. Donc voilà, donc il y a tout ça qui est mis en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des sociétés qui refusent catégoriquement les freelances. C'est comme ça, c'est un choix. Un freelance, c'est instable. Dans quel sens? C'est un peu moche ce que je veux dire, mais c'est quand même une réalité. Et c'est malheureusement ces petites exceptions qui ont fait que c'est devenu une réalité, mais beaucoup de freelances ont décidé du jour au lendemain de quitter leur mission. Un freelance a 1 mois de préavis. Contrairement à un salarié qui, en informatique, en a 3 mois de préavis lorsqu'il souhaite quitter son entreprise, il faut vous dire qu'1 mois, c'est très short pour vous remplacer. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont 1 mois de préavis, notamment les freelances, c'est instable pour un client parce que dans 1 mois, c'est trop short pour lui pour trouver la personne pour vous remplacer. Alors que si vous êtes en CDI, vous avez 3 mois de préavis, on prévient le client 3 mois à l'avance, il a le temps de se retourner. Le client a le temps de se retourner et l'ESN a aussi le temps de se retourner et de lancer un recrutement pour avoir une nouvelle personne. Donc, c'est pour ça que freelance, c'est instable et du coup, souvent, beaucoup de sociétés ne souhaitent pas travailler avec des freelances. C'est dans ce sens-là. Après, freelance, ça peut être aussi un gage de qualité. Attention. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes qui se lancent en freelance, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent et franchement, c'est top, hein, il faut se lancer aussi dans la vie. Mais souvent, les freelances, c'est des personnes qui ont plusieurs années d'expérience, qui veulent se lancer à leur compte et qui ont fait leurs preuves et qui ont développé une certaine expertise.
qui fait qu'en étant en freelance, ils ont plus de liberté dans le choix de leur mission. En étant en freelance, ils ont aussi plus de liberté sur le prix de vente. C'est-à-dire que la marge que l'ESN récupère, finalement, le freelance, il le récupère. Enfin, voilà. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais en début de carrière, mon avis personnel, si jamais vous voulez savoir, je pense que c'est mieux de démarrer en CDI auprès d'une ESN. Grosse ou petite, ça dépend effectivement de vous, de vos préférences. Pour moi, ce qui est important quand vous sortez d'école, c'est de s'assurer que vous ayez de l'accompagnement. Donc ça, on va en parler après. Pour moi, c'est le point le plus important. Après que l'ESN soit petite, grande ou pas, qu'elle propose un bon salaire ou pas, tout ça, pour moi, c'est secondaire. Il faut s'assurer que l'ESN a des beaux clients, qu'elle est vraiment et réellement de vrais projets, d'où l'importance de demander à des salariés ce qu'ils pensent de l'ESN. Et l'accompagnement, la formation, c'est le plus important. Le reste, le salaire, tout ça, ça viendra après. Excuse-moi, Oui. du coup, j'ai une question sur ça. Alors, pour le freelance, combien de temps il faudrait avoir d'expérience à peu près selon toi, donc ton avis personnel? Et par exemple, est-ce que les années d'alternance comptent dans ces années d'expérience? Alors, c'est super intéressant comme question parce qu'effectivement, il faut partir du principe qu'un client grand compte, je parle vraiment des clients grand compte, dans leur grille, parce qu'ils ont des grilles de rémunération aussi. Et c'est pour ça que parfois, il ne faut pas notamment demander trop des gros salaires, c'est parce que ces grosses sociétés ont des grilles. Et malgré la crise, ils n'ont pas revu leur grille à la hausse, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est aussi le problème qu'on rencontre entre les sorties d'école qui sont face à la crise et qui vont demander des salaires en prenant l'inflation en compte. Sauf que les clients, eux, ils n'ont pas pris l'inflation en compte dans leur nouveau salaire et dans leur nouvelle grille. Il y a le problème. Mais du coup, pour répondre à la question, il n'y a pas vraiment. Alors, du coup, dans leur grille, l'alternance, malheureusement, n'est pas prise en compte. Alors, encore une fois, c'est vrai et pas vrai. Ils vont être regardants, c'est-à-dire ils vont se dire c'est génial, cette personne-là, elle a fait 2 ans d'alternance chez un bon client ou pas, hein, on s'en fout, peu importe le client, mais le fait d'avoir déjà fait de l'alternance, c'est un gage de qualité dans le sens où vous connaissez le monde de l'entreprise, vous avez travaillé sur des sujets d'entreprise, c'est très positif, plutôt qu'une personne qui est sur de l'initial et qui aura fait un stage de 6 mois, qui est aussi très bien, hein, je ne remets pas aussi ça en cause. L'alternance, c'est vraiment, voilà, vous êtes rentré dans le monde du travail, c'est une organisation qui est complètement différente parce que vous avez jonglé entre l'entreprise et entre les cours. Enfin, c'est vraiment très, 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 très bien vu. Donc ça, c'est génial. D'accord? Sauf que pour une ESN, dans les fameuses grilles de rémunération dont je vous ai parlé, le client, dans sa grille, il va dire quoi? Il va pas dire, il va dire, le gars, il est diplômé en 2023. Donc, en 2023, il a 0 année d'expérience parce qu'il compte en CDI, il ne compte pas en fait en études. Par contre, l'ESN va mettre en avant, bien évidemment, vos années d'alternance. Ils vont dire, non, mais attendez, lui, il a déjà travaillé dans des environnements très, très, très techniques. J'ai même échangé lors des forums avec l'Estiam, avec des personnes qui sont complètement, malgré votre jeune âge, et ce qui est très, très bien, qui sont devenus référents sur certains projets et limite qui faisaient le même travail qu'une personne en CDI. Donc ça, c'est les faits, c'est, comment dirais-je, c'est les faits, c'est une réalité qu'on a aujourd'hui. Maintenant, d'un point de vue politique d'entreprise et d'un point de vue organisation, les grosses sociétés, elles ont des organisations qui sont très carrées avec leur grille de rémunération. Et leur grille de rémunération, elle dit sortie d'école, c'est 0 année d'expérience. Donc, c'est Ok. tel salaire, même si vous avez fait 2, 3, 4, 5 ans d'alternance. Donc, c'est pas du cas par cas. C'est pas du cas par cas, c'est comme ça. Maintenant, nous, en tant qu'ESN, on a affaire à nos clients et bien évidemment, on leur parle de tout ça. On leur dit qu'il va falloir faire des efforts sur leur grille. On arrive sur certains dossiers à faire du hors-grille, mais ça reste très limite. Il ne faut pas que ce soit une habitude parce que sinon, le client peut remettre en cause notre référencement en disant à l'ESN, attendez, à chaque fois, vous me faites du hors-grille alors que vous êtes engagé sur une grille de rémunération. On aura beau leur dire c'est la crise, c'est l'inflation, etc. Ils s'en foutent, hein. Ils vont nous dire, écoutez, moi, je m'en fous, je vais travailler avec l'autre ESN qui, elle, respecte ses grilles. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut trouver un juste milieu. L'alternance, c'est génial, c'est une plus-value. Il faut vraiment en faire. Et encore une fois, en alternance, il faut vous considérer
Même si vous êtes alternant, vous êtes là pour apprendre, prenez des initiatives, posez des questions. Moi, c'est ce que je dis à mes alternants au quotidien. Ne soyez pas passifs, soyez actifs, soyez moteurs. C'est très important. Et donc, ça revient du coup à l'histoire aussi du salaire. Soyez pas gourmands. On va en reparler après. Je pense que c'est après, ou je ne sais plus à quel moment je voulais vous en parler. Le salaire, je sais que vous allez être en pleine recherche. Donc, je sais que vous allez être sollicité par plein de sociétés. Faites votre benchmark. Ça veut dire, faites vos recherches, allez sur Internet, regardez les salaires, regardez les salaires moyens, etc. Un salaire moyen, ça veut dire que vous pouvez être en dessous comme vous pouvez être au-dessus. Ça va vous donner voilà, ça va vous donner une indication. Maintenant, il ne faut pas que ce salaire, pour moi, quand vous êtes sorti d'école, il faut bien évidemment qu'on vous propose un salaire correct, mais ne courez pas après l'argent. Quand vous sortez d'école, c'est de trouver l'entreprise, encore une fois, qui va vous proposer des formations, un super suivi et de l'accompagnement et une évolution de carrière. C'est ça qu'il faut regarder quand vous sortez d'école. D'une part, et bien évidemment, le salaire va suivre, il ne faudra pas vous inquiéter. Mais pour moi, ce n'est pas la priorité. Et d'autre part, une société qui a vraiment de beaux projets, là où vous allez pouvoir techniquement, pas juste vous contenter de vos acquis, mais passer une étape. C'est ça qui est important. L'informatique, et vous êtes vraiment au cœur de ça, ça change continuellement. Donc, il faut toujours, si une société vous dit on pourra vous accompagner, on fait plein de choses, etc., foncez. Et si la société d'à côté vous propose 5 000 € de plus, ayez le courage de refuser. Et il faut le faire. Enfin, c'est bizarre, hein, mais il faut le faire, vraiment. Pensez à votre carrière plus qu'au salaire. Et après, une fois que vous avez de l'expérience, une fois que vous avez fait vos preuves, des missions plutôt longues, 2 ans, etc., si vous souhaitez vous lancer en freelance, moi, ma recommandation pour vous lancer en freelance, de ce que j'ai rencontré aussi, parce que c'était votre deuxième question du coup, Ouais. souvent, c'est après entre 6 et 8 ans d'expérience. Moi, je trouve qu'une personne qui a 3-4 ans d'expérience, qui se lance en freelance tout de suite, je trouve que c'est encore un peu trop tôt. Mais il y en a qui le font et il y en a qui réussissent, hein, bien évidemment. Mais je trouve que c'est un peu tôt. Et ce qu'il faut savoir aussi en freelance, c'est que la différence aussi avec un CDI, c'est qu'un freelance, c'est du pur business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on négocie le salaire, tu vas en mission, et on fait des suivis de mission et on s'arrête là. C'est tout. Formation, accompagnement, suivi, vous vous débrouillez en freelance. C'est compris dans votre TJM. Dans votre TJM, c'est qu'est-ce qui va me rester pour vivre à la fin du mois? Qu'est-ce qui va me rester pour payer mon loyer? C'est moi qui paye mes déplacements en tant que freelance. C'est moi qui paye mes formations. Le freelance, il se débrouille. C'est ça aussi la différence. Donc, c'est pour ça que, voilà, souvent après 6-8 ans, et je dirais même plus, moi, je suis plus pour après 8 ans d'expérience, commencer à se lancer en freelance, je trouve que c'est bien. Mais après, on a des salariés chez 42, ils ont 20-30 ans d'expérience, ils n'envisagent même pas le freelance parce que en freelance, il y a pas ce côté aussi, j'ai des collègues de travail, enfin, vous allez avoir des collègues de travail chez le client pendant 1 an, mais après, au revoir, quoi. C'est très individualiste aussi. J'ai ma vie de famille, j'ai mes collègues le temps de la mission, et après, je me ferai peut-être des amis, peu importe, on s'en fout. Mais il n'y a pas le côté, il y a une entreprise qui me porte, qui me soutient, qui fait des entretiens annuels, les after-work, etc. Tout ça, vous oubliez, hein, c'est mission, maison et vie perso, quoi. Ok. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, voilà un petit peu. Donc, le rôle du commercial, c'est de gérer les appels d'offres, de gérer les référencements et surtout de faire un suivi de mission. Le suivi de mission, il se fait avec plusieurs personnes. Un suivi de mission, un commercial, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il y a des points de mission formels et informels. Je m'explique. De manière formelle, normalement, c'est tous les trimestres ou tous les semestres, ça dépend des sociétés. Par exemple, nous, chez 42, c'est tous les trimestres. On aime bien faire un point avec le consultant pour s'assurer que ça se passe bien, qu'il est content, qu'il se porte bien. Et par la suite, avec le client. Donc, avec le client, on s'assure que tout va bien aussi, que le client est content. On va aussi poser des questions un peu plus poussées au client. Par exemple, est-ce que qu'est-ce que vous recommanderiez pour notre salarié si vous devez nous citer 2-3 points d'amélioration sur lesquels on pourrait peut-être le former, l'accompagner ou le suivre. Ça sert à ça aussi, les suivis de mission.
parce qu'on a des personnes qui sont introverties, des consultants qui voilà, ne pensent pas à solliciter l'ESN parce qu'ils ont des difficultés. Et c'est souvent lors de ces suivis de mission qu'on découvre des petites choses. Et c'est pas grave, hein, chacun est comme il est. Hein. Donc ça, si vous êtes du genre communicant, etc., bah, c'est super, vous allez pouvoir avancer plus vite. Mais si vous êtes un peu timide, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des suivis de mission qui sont là pour justement voir s'il y a des points de blocage, etc., etc. Et pouvoir mettre des formations en place. N'attendez aussi pas lors des suivis de mission s'il y a un problème. La plupart de vous qui êtes d'ailleurs en alternance, si vous rencontrez des difficultés et des problèmes, il faut savoir que vous avez un service relations admission entreprise qui est à votre disposition si jamais vous avez des problèmes ou des difficultés. Vous avez différents interlocuteurs, il faut s'en servir, n'attendez pas la fin de l'année. La fin de l'année, ce sera trop tard. Donc, il faut savoir que vous avez des gens qui sont là pour vous, c'est leur travail de vous accompagner, de vous trouver des solutions. Et parfois, c'est un problème de communication. On a des salariés chez 42 qui sont de très bonne foi. J'ai l'exemple d'un salarié qui, franchement, j'ai été très étonnée. On a eu un suivi de mission. Le client était vraiment pas content. Le client disait il se met en télétravail quand il veut, il est absent, il ne nous prévient pas. On était très surpris. On a échangé avec le consultant. Écoute, ça ne te ressemble pas. Le client, et en fait, il me dit non, en fait, moi, le client, il m'a dit que j'ai 2 jours de télétravail, mais c'est vrai qu'il ne m'a pas précisé quel jour. Donc, à chaque fois que je me mets en télétravail, j'ai un fichier Excel que je partage avec mon manager. Et donc, la personne en question, enfin, le client, parce que c'était un client qui remplaçait l'autre, n'avait pas accès à ce fameux fichier, donc il ne le savait pas. Et en fait, c'était juste un problème de communication. Et en fait, s'il avait accès à ce fameux fichier, il aurait vu ses jours de télétravail, ses jours de présence, ses jours d'absence. Pour des petites choses, parfois, ça peut, des petits manques de communication, ça peut aller très loin. Donc, ces suivis de mission, et parfois, on fait aussi des suivis informels, c'est-à-dire qu'on organise, nous, en tout cas, chez 42, des déjeuners, des soirées, etc., des after-work, et on en profite aussi pour demander si tout va bien, tout se passe bien, pour être vraiment très réactif et répondre très vite aux problèmes que peuvent rencontrer les consultants. Vous avez donc ensuite, parfois, pas dans toutes les ESN, des managers techniques ou fonctionnels. C'est soit des personnes qui sont des consultants seniors qui sont en mission elles aussi chez des clients et qui peuvent se libérer de temps en temps pour faire des suivis avec vous, mettre en place des évaluations techniques, vous recommander des formations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un RH, quand vous allez le voir, moi, par exemple, je suis RH, quand j'ai un salarié qui vient me voir, qui me dit, voilà, Myriam, aujourd'hui, j'aimerais passer telle ou telle certification. Je peux bien évidemment lui proposer toute une panoplie de formations. J'ai mon catalogue de formations, il n'y a aucun problème. Mais techniquement, je suis RH, je ne suis pas experte technique. Donc, je vais m'appuyer de managers qui, eux, vont évaluer le niveau technique. Et en fonction des formations que j'aurai sélectionnées, ils vont me dire si c'est la bonne formation ou pas. Ils vont me dire ça ne sert à rien, il maîtrise déjà son sujet. Ça, au contraire, ça va être trop dur, ça ne sert à rien, il va perdre son temps. Et celle-là, elle est parfaite. Donc, c'est aussi un travail d'équipe en interne. Donc ça, c'est les relations internes à l'ESN. Alors, pourquoi je vous présente ces 3 postes ? Il faut savoir maintenant que vous avez ces informations-là. Lors de l'entretien, vous allez pouvoir poser des questions. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'évolution ? Ces trois interlocuteurs sont là, et c'est ce que j'ai noté par la suite, pour garantir votre évolution de carrière. Donc, lorsque vous avez affaire à une ESN, vous avez le droit de demander est-ce qu'il y a des managers ? Qui sont-ils? Quelles sont leurs spécialités? Comment ça marche? Est-ce que vous êtes référencé ou pas? Vos clients, c'est qui? Comment ça se passe, le suivi de mission? Si j'ai un problème, comment ça se passe? Le recrutement, qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà. Le recrutement, on en parlera après, c'est pour ça que je le saute un peu. Mais vous avez le droit de poser ces questions pour justement éviter de tomber dans des pièges, dans des ESN qui ne garantissent pas d'accompagnement, parce que ça existe, c'est triste, mais ça existe. Hein. On a des ESN qui, pour eux, c'est juste, on est là pour faire de l'argent, donc vous allez en mission, si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. Il y a des ESN qui, malheureusement, c'est cette mentalité-là. Donc, faites attention, posez-vous bien vos questions. Point de vigilance. Alors, je voulais quand même si voilà, ça va être un peu répétitif, mais un consultant reste salarié de son ESN et bien évidemment, pourquoi j'ai marqué sanctions encourues ? C'est simple. Si jamais vous faites des actions parce que ça fait 3 ans que vous êtes chez le client
et bah, finalement, vous n'êtes pas plus proche que ça de votre ESN et vous vous permettez des choses chez le client. Typiquement, je dis n'importe quoi, vous avez un problème avec un client, bah, je ne sais pas, vous allez informer le N+3 chez le client. Non. En fait, si vous avez le moindre problème avec un client sur le projet, vous n'avez pas le droit de prévenir le N+2 ou le N+3 sur le projet. Vous devez prévenir votre ESN. Et c'est l'ESN avec le commercial qui fera les démarches. C'est très important, c'est un système particulier parce qu'au quotidien, vous ne serez pas avec l'ESN. Donc, on a tendance à oublier. Mais si jamais vous vous permettez de faire des actions, vous pouvez risquer des sanctions, vous pouvez risquer des avertissements. Et plus vous allez enchaîner d'avertissements, plus après, à terme, vous allez pouvoir risquer un licenciement. J'ai eu le cas, par exemple, d'un salarié il y avait un groupe WhatsApp que le client a mis en place. Et sur ce fameux groupe WhatsApp, malheureusement, il a écrit des choses un peu pas très agréables en parlant de son manager sur le projet. Et tout le monde l'a vu, tout le reste de l'équipe, tout le projet. Le client nous a alertés en disant que c'était inadmissible un tel comportement, que si cette personne avait un problème, bah, déjà d'une part, elle aurait dû lui parler en face à face ou en référer à l'ESN. Mais il ne faut pas oublier, demain, moi, si j'ai un problème chez 42 Consulting, bien évidemment, je vais voir ma direction et je vais leur dire j'ai un problème. Parce que je suis salariée interne. Mais si demain, je suis en prestation de service chez TF1 ou je ne sais pas quel client, ben si j'ai un problème et qui n'est pas d'ordre professionnel, mais c'est juste je ne m'entends pas, il me parle mal, parce que ça peut arriver, encore une fois. Je ne vous dis pas que les ESN, c'est tout beau. Je ne vous dis pas que chez les clients, tout est beau. Hein. Vous avez parfois des situations difficiles, vous pouvez subir du harcèlement, vous pouvez subir plein de problèmes, vous pouvez être face à des risques psychosociaux. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, communiquer avec votre ESN, c'est primordial. Et de ne pas prendre des actions en se disant bah, « je suis salarié de TF1 » alors que non, vous êtes prestataire. Vous êtes prestataire TF1, vous n'êtes pas salarié. Voilà. Le prix de vente me concerne-t-il? Alors ça, c'est super intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous, ce que vous négociez, c'est votre salaire. Donc, je répète, sortie d'école, voilà, il ne faut pas se faire avoir non plus. Hein. Il y a des ESN qui sont très malhonnêtes et si vous demandez un salaire bas, bah, elles vont bien évidemment vous le donner avec plaisir et bah, c'est vous qui, après, si par la suite, un mois plus tard, vous discutez avec d'autres sociétés et que vous vous êtes engagé, bah, c'est tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Donc, prenez le temps de vous renseigner. Ne soyez pas trop gourmand, bien évidemment. Mais après, une fois que vous êtes en prestation de service, vous êtes en mission, il y a un prix de vente qui a été négocié entre l'ESN et le client, ça ne vous regarde pas. Pareil pour le TJM lorsqu'on est freelance. Un freelance va nous dire, je dis n'importe quoi, bah moi, mon prix, c'est 500 € jour. L'ESN va dire, OK, bah vous rentrez dans nos frais. Et si après, l'ESN derrière vous vend 600, 700, 800, des 1000 et des 100, bah, ça ne vous regarde pas. C'est à vous de négocier vos prix avant, bien comme il faut, et vous renseigner. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, ça revient à quoi aussi? Bah, justement, un cas aussi qui est très, très important. Faites attention, il y a un moment où vous pouvez perdre la confiance de votre ESN aussi. C'est à quel moment? C'est au moment où vous changez d'avis. Je m'explique. Si jamais vous vous mettez d'accord sur un salaire, donc vous avez réfléchi, vous avez négocié ce salaire, l'ESN a dit « OK, on est prêt à faire un effort, on pourra vous donner ce fameux salaire, etc. » Voilà, ils ont quand même fait des gestes, etc. Et vous passez l'entretien client, la mission se passe bien et vous démarrez la mission. Et juste avant de démarrer, vous dites bah, « Finalement, si vous voulez que j'aille en mission, bah, il faudra me donner 5 000 € de plus. » Là, la confiance est rompue. Hein. Donc, c'est pour ça, une fois que vous êtes décidé, une fois que vous avez fait vos recherches, une fois que vous avez pris votre décision, il faut s'y tenir. Et après, bien évidemment, si vous voulez renégocier, vous avez des entretiens annuels, vous avez des points dans l'année qui sont faits pour ça. Et c'est à ce moment-là, on en discute. Alors, l'embauche. L'embauche aussi, très important. Une ESN, normalement, est censée vous fournir un process de recrutement clair avec le nombre d'entretiens, les tests, les délais de retour, à quel moment on va vous faire des retours, comment ça se passe, qui est-ce que vous allez rencontrer. C'est l'ESN parfaite, hein, j'ai envie de dire.
votre rôle en tant que candidat, c'est de poser ces questions. Et à vous de demander quel est le process de recrutement, quand est-ce que je puisse espérer un retour, qui je peux contacter si jamais je n'ai pas d'informations, etc. C'est à vous de préparer toutes ces questions en amont. Et du coup, l'ESN propose souvent 2 types de recrutement. Et là encore, il faut être très vigilant et bien poser les bonnes questions. On a le recrutement sur mission et sur profil. Sur mission, c'est le plus simple. C'est simple, l'ESN vous dit, écoutez, nous, si on avance ensemble, c'est lorsque vous aurez rencontré nos clients, lorsque le client vous aura proposé la mission et qui vous aura dit, OK, je vous veux dans l'équipe. Et inversement, vous aussi, vous serez content, vous serez satisfait et vous allez dire, OK, let's go, je signe le contrat avec l'ESN. C'est ça, en fait. Sur mission, c'est vous signez votre contrat en CDI ou votre contrat de freelance quand on a trouvé le client, quand on a trouvé la mission, quand vous avez fait tout le process. Sur profil, on parle d'un profil, c'est-à-dire que vos compétences intéressent l'ESN. On n'a pas encore de mission et on n'a pas encore de client. Mais aujourd'hui, si une ESN se permet de recruter sur profil, c'est que normalement, elle a fait tout son travail et qu'elle est sûre d'avoir des missions pour le moment où vous allez arriver. Donc, sur profil, il y a un petit risque, c'est que c'est une question de confiance. Est-ce que vous faites confiance ou pas à l'ESN? Est-ce que vous avez bien posé vos questions auprès à l'ESN? Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès d'autres salariés de l'ESN? Si jamais vous démarrez, parce que sur profil, quand vous démarrez dans l'ESN, vous avez peut-être une période d'intercontrat. Intercontrat, ça veut dire entre 2 contrats. Entre 2 contrats, c'est quoi? C'est que vous faites une première mission et le temps de trouver une autre mission, vous avez une période où vous n'avez pas de mission. Bien évidemment, votre salaire est maintenu parce que vous êtes salarié, donc il n'y a pas de risque au niveau du salaire, je vous rassure, mais c'est plus au niveau des projets, qu'est-ce que vous faites pendant cette période d'intercontrat? Donc, soit vous en profitez pendant cette période pour prendre des congés, soit vous en profitez pour passer des formations et des certifications. Troisième option, soit vous en profitez aussi pour travailler sur des projets internes. Si votre société propose aussi des forfaits ou des projets internes, vous pourrez aussi aider en interne. Donc, renseignez-vous sur ça aussi. Lorsqu'on vous propose un recrutement sur profil, c'est OK. Si j'arrive et que vous ne m'avez pas trouvé de mission, qu'est-ce que vous allez me proposer? Comment ça marche? Comment vous allez m'occuper? Qu'est-ce que vous me proposez, etc. Donc, soyez curieux, posez ces questions pour vraiment pas perdre d'autres opportunités. Parce que finalement, quand on s'engage sur profil, il y a peut-être d'autres sociétés qui, elles, ont des missions et vous aurez peut-être pu démarrer plus vite, etc. Donc, voilà, faites attention à ça. Petite parenthèse aussi pour moi qui était important, c'est de parler un petit peu de la discrimination à l'embauche. Malheureusement, lorsque vous faites un processus de recrutement, vous pouvez vous trouver dans cette situation. Donc, vous pourrez après porter plainte auprès du Conseil des prud'hommes pour après bénéficier d'une réparation et des dommages et intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on sait que la discrimination à l'embauche? Je vous ai mis la source. Donc, j'ai pris un petit peu ce petit paragraphe qui me paraissait pertinent directement sur le site de l'État. Et en gros, il y a plusieurs critères qui peuvent faire que vous vous retrouvez dans une situation de discrimination. Typiquement, lors d'un entretien, on n'a pas le droit de vous demander votre appartenance, quelle est votre origine, quelle est votre orientation sexuelle. On n'a pas le droit de vous demander quel parti politique vous suivez, etc. Si on vous pose ce type de questions, on rentre tout de suite dans la discrimination. J'ai mis en jaune des exceptions. Pourquoi? Parce que sur certains emplois, alors normalement pas dans l'informatique, normalement que vous soyez une femme ou un homme, on s'en fout. Le reste, ça peut se discuter, mais il y a des sociétés, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis une société de lingerie, je recherche des mannequins pour vendre mes maillots de bain, j'ai une collection de femmes, forcément, mon annonce va se diriger vers des femmes. Il n'y a rien de discriminant là-dedans. L'âge aussi, il y a des secteurs d'activité où on va toucher à des produits chimiques et là encore, c'est certaines conventions ou certains secteurs d'activité vont demander un minimum au niveau de l'âge. Donc il faut avoir par exemple plus de 18 ans ou au contraire, si vous avez un certain âge, vous ne pourrez pas accéder parce que la manipulation de ces produits chimiques, c'est trop dangereux. Enfin, voilà. Le lieu de résidence aussi, c'est simple, vous habitez à Marseille, vous voulez travailler à Paris,
sauf que l'employeur, dans son budget, il n'a pas prévu les déplacements qui sont un coût, il n'a pas prévu de logement pour vous, etc., et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord parce que vous habitez à l'autre bout de la France, bah, c'est logique, ce n'est pas de la discrimination, c'est juste qu'on va favoriser les personnes en Île-de-France pour des raisons économiques et des raisons de proximité, etc. Il n'y a rien de discriminant là-dessus, bien évidemment. Sauf si vous êtes une société parisienne et que vous habitez, je dis n'importe quoi, mais dans des quartiers, je dis n'importe quoi, vous habitez dans le 93 et parce que vous habitez dans le 93, on va se dire: «Ah, c'est des quartiers un peu chiants», bah, dans ce cas-là, on ne vous recrute pas. Là, oui, c'est de la discrimination. À partir du moment où vous êtes sur Paris-Île-de-France, on n'a pas à vous refuser, peu importe où vous habitez, on s'en fout, quoi. L'état de santé. Alors l'état de santé, souvent on dit ou l'handicap, on dit, bah, une entreprise ne doit pas recruter en fonction de ça. Bah si, il y a des entreprises pour lesquelles vous ne pourrez pas accéder à l'emploi et là encore je mets l'informatique un peu de parenthèse, mais typiquement, quelqu'un qui veut être grutier, si vous avez une mauvaise vue, vous ne pourrez pas être grutier. Il faut avoir une très, très bonne vue pour ce type de métier. Je dis n'importe quoi, vous voulez être, cascadeur, mais vous êtes en fauteuil roulant. Bah, ça va être compliqué là pour sauter de mur en mur. Donc forcément, vous ne serez pas recruté. Donc j'abuse un peu dans mes exemples, mais c'est pour juste vous dire qu'il faut, quand on parle de discrimination, il faut être sûr de soi. Et et dans ces cas de figure que je vous ai mis en jaune, parfois on ne rentre pas du tout dans la discrimination, c'est juste que c'est logique et que c'est la loi qui fait qu'on ne peut pas vous proposer d'emploi. Heu, alors si jamais donc je vous ai mis un peu, sur le côté donc les sanctions. Bien évidemment, si jamais vous faites face à de la discrimination, vous pouvez demander des dommages-intérêts. Pour l'employeur, ça va être, il risque des amendes, voire une interdiction, d'activité. Donc ça peut aller très loin. Il y a eu des cas où, bah, beaucoup de salariés ont gagné parce que, ça a été prouvé que, pour des raisons d'appartenance ou autres, d'origine, de religion et cetera, des postes ont été refusés, ce qui n'est pas normal en France. Alors du coup, bah, pour terminer, je vais vous parler un petit peu de 42 Consulting. Donc du coup, 42, vous savez ce que c'est qu'une ESN, donc c'est une ESN. Nous, on a plusieurs, expertises techniques et fonctionnelles qu'on propose pour nos clients et aussi en termes d'évolution dans nos équipes. Donc on fait principalement beaucoup de développement web et mobile et applicatif. On fait, également tout ce qui va être, DevOps, c'est très tendance. On est partenaire AWS, donc on va proposer aussi des postes, qui touchent à du cloud. Et c'est pas parce qu'on est partenaire AWS d'ailleurs qu'on ne fait que de l'AWS. On peut avoir des opportunités sur du Azure, très peu sur du Google Cloud Platform. C'est pas aussi un choix, c'est juste que nos clients ne l'utilisent pas beaucoup. Vous allez aussi avoir des opportunités dans le monde de la data engineering, data architecture. On va faire un petit peu de data science, mais ça reste pas non plus notre spécialité. Donc on aura quelques projets de temps en temps à pouvoir proposer, mais voilà, c'est pas forcément notre cœur de métier aujourd'hui. Et on va pouvoir aussi vous proposer pas mal de projets pas mal de postes pardon, en management de projet. Donc tout ce qui va être des postes de product owner, des postes de PMO, des postes de chef de projet ou de scrum master. On va intervenir du coup côté banque et assurance, donc Société Générale, Crédit Agricole, Natixis, HSBC, AXA côté assurance par exemple. Médias et télécoms, on va travailler avec tout l'écosystème, médias, donc quasiment toutes les chaînes de télévision françaises en Île-de-France, TF1, M6, Canal+. On va travailler avec Eurosport, France Médias Monde. Côté télécom, on va travailler avec SFR, Bouygues, Orange. Et côté industriel, on va travailler avec Airbus notamment, par exemple. On garantit chez nous donc le système, de suivi et d'accompagnement que je vous ai présenté juste avant. Donc nous, il y a vraiment un suivi RH, il y a un suivi managérial, il y a un suivi commercial. On garantit vraiment des évolutions de carrière, des formations qui sont certifiantes. Chez nous, on a 2 types de formations d'ailleurs, donc une formation pour la mission, c'est-à-dire, vous êtes dans mission et vous avez un problème, on vous garantit sous 1 mois de pouvoir vous trouver une formation rapidement et après des formations plutôt sur du long terme, des formations de carrière où là, on va vous proposer, bah, voilà, des formations, dans 1 an ou dans 6 mois pour, une évolution de carrière. Vous êtes développeur, vous souhaitez se passer, leader technique ou chef de projet, bah, on sera en mesure de vous proposer cette évolution sur du long terme avec en parallèle de votre mission. Donc on vous fera bien évidemment sortir de mission 2, 3 jours, voire 1 semaine pour suivre votre formation, pour passer votre certification et après, on envisagera donc ensemble des missions qui vous permettront de capitaliser sur vos acquis
à 50%, parce que le but, c'est pas que vous, tout de suite, du jour au lendemain, on vous sort de mission et vous allez faire de la chefferie de projet, ça marche pas comme ça. On vous trouve des missions donc, où vous allez capitaliser sur vos acquis à 50%, voire 60%, et le reste, ça va être de la nouveauté. Un peu de management. Vous qui souhaitez passer leader technique, on va vous proposer un peu de management avec, vous allez commencer aussi sur cette mission à pouvoir, par exemple, accompagner le PMO sur la rédaction d'un cahier des charges, etc., etc. Donc voilà, ça se fait un petit peu au fur et à mesure. Je vous ai mis aussi nos sites pour pouvoir nous suivre. Donc, notre compte LinkedIn, on est sur Instagram, Twitter et contact si vous souhaitez nous écrire directement. Merci pour votre temps et votre disponibilité. Et puis, si vous avez des questions, je reste à votre écoute. Ouais, j'ai une question. Oui. Du coup, c'était pour la période d'intercontrat, c'est dans ce sujet-là. Imaginons un salarié qui l'est durant plus d'un an, donc ils n'arrivent pas à le staffer. Est-ce que l'entreprise a légalement le droit de le licencier sur cette base-là? Non, non, parce que ce n'est pas de la faute du consultant si vous êtes… Alors, oui et non. En fait, pourquoi je dis oui et non? À partir du moment où on vous a proposé… Parfois, alors, il y a plusieurs cas de figure. Admettons que vous êtes de bonne foi, de bonne volonté et que l'ESN ne vous a jamais rien proposé pendant toute cette période parce que c'est le Covid, parce que ci, parce que cela. Bien évidemment, l'ESN n'a pas le droit de vous virer. Là, on est d'accord. Elle peut éventuellement discuter avec vous et vous proposer une rupture conventionnelle. À vous d'accepter ou de refuser. Ça, c'est une première chose. Maintenant, vous êtes au sein d'une ESN et vous avez passé un entretien client, vous avez refusé la mission parce que c'était loin, parce qu'il faut savoir que vous avez le droit de refuser des missions, hein, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Vous passez un deuxième entretien client, là encore, vous refusez parce que ça ne vous plaît pas. Troisième entretien client, vous êtes encore accepté, mais au bout d'un moment, si vous refusez toutes les missions, l'ESN, ce sera un motif de licenciement pour elle, bien évidemment. Ok, Mais sinon, de manière générale, s'il n'y a rien qui vous est proposé, s'il ne se passe rien, nous, on ne peut pas vous virer comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment qu'il y ait des motifs derrière ou une faute grave. Typiquement, quand vous êtes en intercontrat, vous êtes censé être à disposition de l'entreprise, donc vous n'êtes pas censé partir en vacances. Sinon, vous posez des congés. Et alors, si vous vous amusez à faire ça, si vous n'êtes pas à disposition, parce que l'ESN va vous dire soit vous êtes en télétravail, ou va vous dire soit vous êtes en présentiel. Donc, si vous vous amusez à partir en vacances ou à travailler pour quelqu'un d'autre pendant cette période d'intercontrat, là aussi, vous risquez effectivement d'être licencié, si l'ESN l'apprend. Mais sinon, non. d'accord. Ok. Et s'il n'y a pas de projet durant la période d'essai? S'il n'y a pas de projet pendant la période d'essai, s'il n'y a pas de mission ou vraiment de projet de quoi vous occuper? Exactement, les deux. Alors, s'il n'y a pas de mission pendant la période d'essai, il y a deux options. C'est déjà la première option, c'est que l'ESN perd de l'argent parce qu'elle n'a pas fait son travail correctement. Et d'autre part, ça veut dire que peut-être que vous aussi, vous n'avez pas forcément posé toutes les bonnes questions et que vous avez peut-être pas, enfin, vous avez fait peut-être confiance un peu trop rapidement. Dans ce cas-là, comme vous êtes en période d'essai, il faut savoir qu'une ESN peut malheureusement décider de mettre fin à votre période d'essai et elle n'a pas à se justifier. Donc, un employeur, quel que soit le poste, quand vous êtes en période d'essai, il peut bien évidemment décider de mettre fin à votre période d'essai, il n'a pas à se justifier. À vous après de prouver, si jamais vous n'êtes pas d'accord, que c'était pour une raison pas valable ou pour des raisons très spécifiques, comme par exemple pour des motifs économiques, on n'a pas le droit de mettre fin à une période d'essai pour des motifs économiques, par exemple. Si par exemple, vous êtes en intercontrat et que l'ESN ne vous propose pas de mission, là encore, il faut aussi communiquer. Et vu que vous êtes en période d'essai, si au bout d'une semaine ou deux, vous voyez qu'il y a des choses bizarres, soit par sécurité, parce que vous avez besoin d'un salaire, vous restez, mais ça ne vous empêche pas en parallèle de chercher un emploi. Vous avez le droit de chercher un emploi après à côté, parce que vous sentez que ça avance pas auprès de l'ESN, pour différentes raisons. Ça dépend après de votre relation, de la confiance que vous avez avec elle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, moi, j'ai une question. Oui, c'était clair, merci. Je vous écoute. Quel est le lien entre Estiam et 42C? Alors effectivement, c'est vrai que j'en ai pas parlé. On est avec l'Estiam, on est partenaire, on est actionnaire
On a participé effectivement à la création de l'Estiam il y a déjà à ses débuts. 42 Consulting, du coup, c'est vraiment un lien de proximité. Maintenant, l'Estiam est une entité juridique indépendante. Ça veut dire que même si je suis une ESN et même si vous êtes étudiant de l'Estiam, moi, je n'ai pas le droit de venir à la fin de l'année et vous dire bah, venez rejoindre 42 Consulting, c'est obligatoire à la sortie de l'école. Pas du tout, hein. L'Estiam garantit une indépendance juridique et par conséquent, si vous finissez votre alternance avec d'autres sociétés, vous avez bien évidemment le droit de les rejoindre. Il n'y a pas de divulgation d'informations à titre personnel ou quoi que ce soit. Si demain, moi, je veux prendre contact avec vous, bah, je passe par les forums entreprises, je passe par LinkedIn, ou peut-être que je vous ai croisé dans les couloirs et tant mieux pour moi, mais en l'occurrence, c'est vraiment indépendant. On va essayer aussi prochainement, vous allez avoir des hackathons, proposer aussi des partenariats avec des hackathons, pourquoi pas subventionner ces hackathons, à voir, c'est des choses qui sont en discussion, mais on essaye de sponsoriser des événements ou autres, mais on n'a pas plus qu'une autre entreprise de droit plus que ça, hein. Ça reste indépendant. Et également pour 42C, alors on favorise, alors ça c'est le petit plus par contre pour les étudiants, c'est qu'on favorise quand même. Nous, on a un lab et on recrute pas mal d'alternants chaque année et donc on priorise quand même les étudiants de l'Estiam. Voilà, ça fait partie de notre partenariat avec l'école. C'est dans ce sens-là qu'effectivement, il y a aussi de la proximité avec l'école. Parfois, certains de nos salariés peuvent aussi donner des cours à titre exceptionnel pour faire des retours d'expérience. Comme là, par exemple, je me suis portée volontaire. C'était vraiment avec grand plaisir que je participe. Les années précédentes, j'ai aussi pu donner des cours, mais pas que moi. On a aussi des experts techniques ou fonctionnels qui parfois donnent des cours à l'école. D'accord. Alors, la suite de ma question, c'est surtout côté alternance. Bien sûr. Cependant, vu votre proximité et vos relations de collaboration, comment il y a des étudiants qui font 2 années sans avoir de l'alternance au sein des STIAM, pourquoi vous ne trouvez pas une façon de résoudre ce problème? Alors, comme toute société, malheureusement, en fait, ce qu'il faut savoir, déjà juridiquement, c'est plus du juridique là pour le coup. Pour 2 alternants, il faut un tuteur. Donc, ça veut dire que si on s'engage 42 Consulting à prendre des alternants de l'Estiam, il faut derrière s'engager à pouvoir vous fournir aussi du contenu, je dirais pas pédagogique, mais du contenu, des sujets pour travailler et un accompagnement. Donc, juridiquement, on signe un CERFA avec une école, peu importe l'école, on doit garantir qu'on a un tuteur qui pourra s'occuper maximum de 2 étudiants. Donc, bien évidemment, nous, on a quand même, on a combien d'alternants à l'heure actuelle? On en a de l'Estiam. Au sein du lab, on en a peut-être 8. Au sein du service IT, on en a 2, si ma mémoire est bonne. Donc, on prend quand même 10 alternants chaque année et on garantit un accompagnement et un suivi pour ces alternants. Si malheureusement, on dépasse ce chiffre qui est quand même assez important, on ne pourra pas garantir un accompagnement, un suivi. Et au final, si c'est juste pour vous proposer une alternance et vous êtes à la maison et vous apprenez rien, il n'y a pas d'intérêt, ni pour vous, ni pour nous, ni pour personne. Ce n'est pas le but. J'ai une question. Oui. Alors, imaginons, de ce que j'ai entendu dans les différentes recherches entreprises, les entreprises ont le droit de prolonger la période d'essai, donc plus ou moins égale à la première. Par exemple, si la première dure 6 mois, ils peuvent prolonger 6 mois de Non, plus. Est-ce que non, c'est vrai? non, c'est faux. C'est faux. Alors, quand vous êtes cadre, vous avez effectivement une période d'essai de 3 mois. Ça, c'est la loi. Maintenant, il y a des conventions collectives qui aménagent ça. Donc, et d'ailleurs, ça a changé légalement. Donc, maintenant, c'est 4 mois. Donc, la convention de Syntec, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que nous, il faut savoir que chaque entreprise est rattachée à une convention. Ces conventions sont négociées par les partenaires sociaux, les syndicats. Voilà, c'est validé. Le but d'une convention collective, j'en profite aussi au passage pour vous en parler, c'est d'aménager et d'améliorer le code du travail pour faire en sorte que vous ayez des meilleures choses. Donc, dans le cadre de la période d'essai, première chose qui est très importante, la période d'essai ne se renouvelle pas automatiquement. Si une société vous dit si c'est renouvelé, c'est faux.
il faut votre accord, il faut votre signature sur un document, il faut une trace écrite, un échange, quelque chose qui montre que vous avez accepté de renouveler votre période d'essai. Si D'accord. il n'y a rien du tout, elle n'a pas été renouvelée, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, dans le cadre, si vous êtes cadre et que c'est 3 mois de préavis, donc ça peut être renouvelé pour 3 mois. Et avec la convention Syntex, c'est 4 mois avec la possibilité d'être renouvelé 4 mois. Donc, vous pouvez vous retrouver 8 mois en période d'essai. Pas plus, par contre. Et là, je parle vraiment D'accord. d'un CDI. Dans le cadre de l'alternance, je crois que c'est une quarantaine de jours de présence en entreprise, la période d'essai. Ouais, je parlais du coup de CDI. OK. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai une question là. Est-ce que pour un retard d'un titre de séjour, l'entreprise peut rompre votre contrat? Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas de titre de séjour, si vous n'avez pas une situation irrégulière, pour l'entreprise, il est interdit d'embaucher. J'ai le cas de figure souvent d'étudiants qui font des changements de statut pour nous rejoindre. Il y a des sociétés qui, entre guillemets, trichent un petit peu, qui proposent un CDD parce que votre titre étudiant couvre, etc. Moi, je ne suis pas fan de ça. Nous, chez 42, on préfère attendre quand déjà on promet un CDI, enfin, il y a une promesse d'embauche qui est signée. Donc, on doit se tenir à notre promesse d'embauche, OK, d'une part. Si jamais, vous n'avez pas votre titre de séjour, chez 42 en tout cas, on ne signe pas le CDI. Il y a juste une promesse d'embauche qui est signée et on attend que vous ayez et c'est pas de votre faute, hein, c'est là, je suis désolée, hein, mais c'est l'administrative française, on est d'accord, hein? Oui, c'est à la préfecture, oui, c'est ça. Donc voilà, nous, on attend que l'étudiant ait son titre, on l'accompagne dans ses démarches, on fait vraiment tout pour répondre à ses questions. L'étudiant, de temps en temps, il essaye tant mieux que mal de joindre la préfecture, etc., pour faire avancer les choses. Donc, tout ce qu'on peut faire dans ce cas de figure-là, c'est attendre. Et après, à la fin, une fois que vous avez vos papiers, démarrer le contrat. Mais tant que vous n'avez pas votre visa, vous n'avez pas votre titre de travail, malheureusement, vous ne pouvez pas démarrer. Et ça, c'est comme ça, c'est pas qu'on on change d'avis, c'est qu'on attend en fait. On vous attend. Maintenant, si une entreprise vous dit clairement, finalement, je ne vous recrute pas parce que votre titre de séjour est arrivé trop en retard, alors déjà, premièrement, il faut un écrit. Si vous avez un écrit, super, vous allez pouvoir demander des dommages d'intérêt parce que ce n'est pas très légal, hein. Si vous avez une promesse d'embauche, c'est quoi? C'est pas forcément un document officiel, ça peut être un mail. À partir du moment où vous avez un mail qui indique l'intitulé du poste, les dates de démarrage, le salaire, et il y a peut-être d'autres éléments que j'ai peut-être omis, ça vaut promesse d'embauche. Donc l'entreprise se doit de tenir son engagement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en J'ai prie. une question. Oui. Imaginons par exemple qu'on est en alternance, là, Estiam, 5e année, donc dernière année, on est censé trouver un CDI. Oui. Imaginons qu'on n'a pas encore reçu la demande, enfin comment dire, on n'a pas encore reçu la réunion par exemple pour démontrer qu'on est apte à être recruté dans l'entreprise dans laquelle on fait notre alternance D'accord. et que durant le laps de temps où on n'a pas reçu l'offre ou la proposition, on trouve une nouvelle entreprise dans laquelle on va effectuer un CDI. Mhm. Est-ce que l'oral est noté dans la note de l'alternance niveau école? Et est-ce que cet oral est donc obligatoire si on a déjà trouvé ailleurs? Donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne comprends pas par rapport à l'oral. C'est-à-dire vous avez un accord oral ou c'est quoi exactement? Il y a une soutenance orale pour justement démontrer qu'on est apte à rejoindre l'entreprise. Donc, cette soutenance orale peut déterminer si oui ou non il y a prolongement de contrat en CDI une fois les études terminées. Alors, je vais essayer de répondre par rapport à ce que j'ai compris. Après, tu n'hésites pas à me dire si je n'ai pas bien compris. OK. Dans le cadre de vos études, que ce soit Estiam ou pas Estiam, bien évidemment, vous avez des examens et vous avez des oraux finaux. Si vous ne passez pas vos examens, si vous manquez de notes ou quoi que ce soit, ça peut vous valoir de louper votre diplôme. Et bien Ah, évidemment, attends. Du coup, oui, cette soutenance orale est côté entreprise et non côté école. OK. Côté entreprise, vous avez peut-être des suivis
des suivis spécifiques où vous avez une note aussi de la part de votre tuteur qui peut aussi jouer en votre défaveur lors de vos notes finales et vous risquez de ne pas avoir le diplôme aussi, attention, hein. Je ne connais pas le fonctionnement dans les détails, mais s'il y a un suivi de tuteur ou s'il y a il y a un dossier, et je pense que l'ESTIAM pourra plus vous répondre que moi, mais il me semble que dans le cadre de vos alternances, il y a le livret pédagogique, ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle, qu'il faut remplir. Il y a un système de notation, etc., de la part de l'entreprise. Si ce n'est pas rempli et si ça joue dans la note, bah là, c'est compliqué. Il faut absolument que les choses soient faites, à vous aussi de relancer votre tuteur pour qu'il fasse le nécessaire. L'école aussi a son service qui va relancer bien évidemment le tuteur. Maintenant, c'est pas parce que vous faites une alternance chez une société que vous êtes obligé de signer un CDI avec eux, hein. Vous pouvez après signer n'importe où. Ouais. Et en l'occurrence, il faut un écrit. Il faut un écrit parce que l'oral, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je peux vous dire que demain, je me suis fait agresser dans la rue. Qu'est-ce qui me prouve? Pourquoi cette personne, elle irait faire de la prison? Pourquoi est-ce qu'elle paierait une amende, alors que j'ai aucune preuve, j'ai juste ma parole? Donc l'écrit, vous faites un mail, vous faites des relances, pour vous protéger dans le monde de l'entreprise. Donc il faut faire des écrits. D'accord. Mais je ne sais pas du coup si j'ai répondu à votre question. Ma question plus précisément, c'est vu que, enfin, j'ai l'impression que le livret d'alternance, il est spécifique entre l'entreprise et l'école, qu'il n'est Mmh. pas général. Et que du coup, ça dépend justement de ce livret si la soutenance orale de fin est prise en compte. Ah, c'est une bonne question. Je vous avoue que je ne saurais pas vous répondre. Je commence à comprendre. Tout ce que je sais, c'est que ce livret pour pour toutes les écoles, en tout cas, qui sont certifiées Calliope. En fait, ce qu'il faut savoir, et après, encore une fois, je parle sous réserve de la direction de l'école, c'est que notamment les STIAM en l'occurrence, et c'est pour ça aussi qu'on a eu un partenariat, etc., c'est qu'il y a un gage de qualité, elle passe des certifications, et notamment Calliope. C'est une école qui est Datadoc, etc., donc c'est-à-dire qui est reconnue par l'État avec un réel diplôme à la fin. Et par conséquent, ce livret est obligatoire pour l'école, pour continuer à délivrer des diplômes. Donc si malheureusement les entreprises ne jouent pas le jeu de donner ces livrets, et si jamais il y a un contrôle auprès de l'école et qu'il manque des livrets alors que l'école a délivré un diplôme, bah, c'est une sanction pour l'école. Donc effectivement, logiquement, là je vous parle, je ne suis pas experte dans ce domaine, mais logiquement, ça me paraît logique que ça peut bloquer la suite. Ok. Mais après, est-ce que c'est de votre faute? C'est une bonne question. Je pense que vous, et c'est un peu aussi le rôle de partenariat qu'on a avec nos consultants et sur la partie ESN, vous, en tant qu'étudiant, vous êtes certes étudiant Estiam, mais vous êtes aussi partenaire. Partenaire dans quel sens? Partenaire dans le sens où justement, service entreprise admission n'arrive pas à joindre un client, bah, vous êtes en mission chez le client. Bah, vous pouvez dire, bah, écoutez, j'ai mon responsable, mon chargé de relations entreprise qui n'arrive pas à vous joindre, bah, vous-même, calez le rendez-vous. Et ayez ce rôle de partenaire. Ne soyez, comme je vous ai dit, soyez pas passif, soyez actif, soyez moteur. Et c'est génial. Moi, demain, j'ai un étudiant, et parce que ça m'est arrivé aussi de ne pas réussir à joindre des écoles. Alors moi, c'est côté RH, hein, c'est pas forcément l'ESTIAM du coup, mais j'arrivais pas à joindre. Je savais pas c'était qui la personne qui s'occupait de 42 consulting. Donc, je suis passée par mon alternante. Je lui ai demandé gentiment à mon alternante, voilà, ton école, j'arrive pas à la joindre. C'est qui le référent? Comment on peut s'organiser? Et parfois, j'ai des étudiants qui m'ont dit, il y a l'école qui cherche à te joindre, mais tu réponds pas. Et moi, je suis là, ah bon, mais est-ce qu'ils ont les bonnes coordonnées? Est-ce qu'ils ont les bonnes infos? Et l'étudiant a un rôle moteur, c'est-à-dire qu'il va bah, tout simplement prendre les choses en main et va organiser la réunion entre bah, moi et l'école. Voilà, c'est un rôle de partenaire en fait. Et c'est très bien vu. C'est très bien vu par votre entreprise. D'accord. Après, si votre tuteur il est jamais disponible, ça pose un autre problème parce que quand on prend un alternant, on s'engage à accompagner d'une part l'étudiant, mais on s'engage aussi à faire ces fameux suivis d'alternance, hein. C'est le rôle de votre tuteur que de vous libérer du temps pour ce fameux livret qui… Alors moi-même, hein, je le subis, hein, ce livret, parce que j'ai aussi des alternants, comme je vous ai dit. C'est long, mais je comprends que pour l'école, c'est une obligation légale, non? Ils appliquent juste la loi et ils n'ont pas trop le choix, quoi. C'est pas pour embêter, hein. Ok, bah, merci. Je vous en prie.
Je sais pas s'il y a une heure de fin pour la réunion, enfin, parce que je vais peut-être déborder un peu, en continuant de poser des questions. C'est comme Euh, ça. Moi, je suis dispo. Alors, Après, allez-y. c'est mieux de poser les questions, oui. Bon, bah, dans ce cas-là, comment? Imaginons pour 42, enfin, vous êtes à la RH, donc vous recrutez des profils. Est-ce que dans le cadre de se présenter à une ESN, il vaut mieux mettre en avant un profil ciblé techniquement? Je vais parler purement techniquement ici. Donc vraiment, je sais pas, par exemple, dans mon cas, pendant 3 ans d'alternance, j'ai pratiqué, on va dire, plus ou moins la même chose. Donc je commence à être bon dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'il faut que je me vende comme étant très bon dans ce domaine-là et on va dire uniquement dans ce domaine-là avec des guillemets, ou alors ne pas le mettre en avant spécifiquement, mais mettre en avant peut-être un panel de connaissances plus large? Quel genre de profil est recherché Alors, techniquement finalement? moi, je pense que si vous mettez trop de choses en avant sur votre CV, vous aurez un profil généraliste. Et pour une ESN, en tout cas, nous, ce qu'on recherche, comme je vous l'ai dit, ce qu'on propose à nos clients et ce qu'on va rechercher, c'est vraiment une expertise bien spécifique. C'est ce Ok, qu'on propose à quelque chose. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je peux vous proposer, et c'est ce que je recommande surtout, c'est déjà de mettre en avant vos projets. Donc, toujours le même format, hein, c'est parler de la mission de manière générale, bien décrire toutes vos expériences. J'ai fait ça, j'ai utilisé ça, etc. Rappeler l'environnement technique. Et ça pour chaque mission, chaque projet, que ce soit des projets scolaires, que ce soit des projets en entreprise. Encore une fois, c'est ma manière de voir les choses. Votre CV doit être bien détaillé, même s'il dépasse une page, hein. L'histoire de il faut faire un CV d'accord. sur une page, il faut oublier, hein, ça, ça Ouais. des années, je ne sais pas quelles années, mais en informatique, non, il faut avoir un CV extrêmement détaillé. Pourquoi? Et donc mettre en avant justement votre fameuse expertise. Ensuite, vous allez avoir des compartiments sur votre CV. Vous allez avoir compétences, autres, souhaits de carrière. Enfin, c'est vous qui travaillez votre CV comme vous voulez. Oui, Et dans bien ces sûr. autres compartiments, vous allez pouvoir mettre vos autres expériences, enfin vos autres expertises plutôt. Je dis n'importe quoi. Oui, Vous êtes développeur Java Angular full stack, bah, vous allez mettre toutes vos expériences où vous avez fait ça. Et si vous avez touché un peu à du DevOps, si vous avez touché un peu à du cloud dans des missions, vous pourrez le mettre. Mais si ouais, jamais vous l'avez vu uniquement d'un point de vue scolaire, bah, vous le mettrez dans vos projets scolaires et après, vous le mettrez dans la partie compétences. Comme ça, d'accord. on se dira, lui, effectivement, quand il a travaillé en entreprise, il a travaillé sur ça, mais l'école lui a fait passer une certif et en plus, il a travaillé sur des projets. Donc, demain, admettons, on veut mettre en place du cloud, bah, on vous laissera quand même cette opportunité. On va se dire, tiens, lui, il en a touché un petit peu, il a l'expérience de base que je recherche, c'est Java Angular, et il a touché un peu à du cloud, et plus tard, on va faire venir du cloud, donc c'est parfait, il pourra monter rapidement en compétences. C'est comme ça qu'on va penser, d'une part. D'accord. D'autre part, pourquoi avoir un CV bien détaillé et parfois on va rabâcher les choses? Vous êtes développeur Java Angular, vous allez mettre j'ai développé un outil qui permet de faire ça, j'ai développé en Java, alors je ne sais plus, on est à quelle version aujourd'hui, je crois qu'on est à Java 20 ou j'en sais rien. Oui, à peu près. Passons. Vous allez mettre j'ai utilisé du Java 20 pour faire tout le back-end de je ne sais pas quoi, j'ai utilisé telle base de données. Après, environnement technique, on va encore remettre du Java, on va encore remettre les bases de données. Partie compétences, on va encore remettre Java dans les langues et on va remettre dans la base de données les bases de données. Et vous avez le droit de me dire, mais en fait, je répète partout la même chose. Et je vais vous dire que c'est super intéressant parce que les moteurs de recherche, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Plus votre CV sera bien détaillé, et il faut le détailler de manière intelligente, il ne faut pas juste s'amuser à mettre Java partout, ça n'a aucun sens, mais il faut le faire de manière intelligente dans des bons endroits. Plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un RH, quand il va chercher un développeur Java Angular, il va taper les mots-clés. Les mots-clés, c'est les technologies. On ne va pas s'amuser à taper développeur. Alors, il y a des RH peut-être qui le font, mais en tout cas, chez 42, nous, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Parce que peut-être que vous n'allez pas vous appeler développeur, vous allez peut-être vous appeler Ouais, ingénieur, études et développement. Vous allez peut-être vous appeler MOE, vous allez peut-être vous appeler consultant. Mais par contre, ce qui ne va jamais changer, c'est la technologie, les ouais, outils que vous utilisez. Donc, on va taper Java. Donc, dans mon moteur, je tape Java. Les CV vont arriver, vont s'afficher. Donc, plus votre CV sera bien référencé, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup les termes, plus il va arriver en top de liste. Bon, sauf si je trie par date. Mais souvent, quand vous triez par pertinence pour avoir les meilleurs CV, plus votre CV sera bien fait, plus il va arriver en top de liste. Donc, c'est pour ça, faire un bon CV, c'est important. ouais, j'entends bien.
Et après, et alors, dans quel cadre un LinkedIn peut aider à pallier un peu le côté concis du CV, justement avant une deuxième lecture, quoi? Parce qu'on va dire que le LinkedIn, peut-être qu'il est vu à l'étape d'après. Est-ce qu'il y a des moyens d'orienter, ne serait-ce que sur peut-être le CV, de mettre un LinkedIn ou ce genre de choses pour, justement apporter les précisions nécessaires qui pourraient manquer, quoi? Sur votre CV, alors malheureusement, dans les moteurs de recherche, LinkedIn va fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que si vous ne développez pas votre profil LinkedIn, quand un recruteur va taper sur LinkedIn recruteur Java Angular, vous n'arriverez pas en top de liste. Ah oui, bien sûr. Maintenant, admettons que vous y arrivez, vous pouvez joindre sur votre profil votre CV. Mais voilà, dans la partie, si je reste dans mon histoire de moteur de recherche, vous ne serez peut-être pas dans les premiers. Sauf si effectivement, vous travaillez bien aussi votre profil LinkedIn. C'est ce que je recommanderais. Maintenant, j'ai plein de personnes qui, au bout d'un moment, on a la flemme c'est redondant, hein, on ne va pas se mentir, hein, on n'a pas envie, on a déjà travaillé notre super CV, on préfère ça faciliter le travail et poster et joindre notre CV sur notre profil. Maintenant, si vous passez à côté d'opportunités, c'est dommage. Après, LinkedIn, c'est tellement bien fait aussi que si vous souhaitez utiliser, ce que je recommanderais, c'est plutôt de bien travailler votre profil LinkedIn. Si vous n'avez pas envie de refaire un CV, vous téléchargez votre profil LinkedIn au format PDF et vous avez un CV LinkedIn tout fait. Et ils Mmh. sont plutôt bien faits, hein, ils sont pas mal faits. Et d'autre part, si vous avez des offres sur LinkedIn, il vous faut absolument un profil bien fait pour pouvoir postuler rapidement à ces annonces. Sur LinkedIn, même sur l'application mobile, c'est génial. Si votre profil est bien détaillé, vous faites postuler et ça envoie votre profil LinkedIn au recruteur. Donc, Ouais. OK. Moi, j'ai une question. oui. Si maintenant, imaginons, on a une proposition d'embauche et on a donné notre accord et au fil du temps, on a plusieurs offres. Ici, est-ce qu'on peut genre, annuler ou... Ça me fait rire parce que ça nous est arrivé, hein, forcément. C'est le jeu du qui propose le plus aussi. Alors, pas forcément, parce que parfois, c'est pas que l'argent, mais la plupart du temps, c'est souvent ça, hein. Moi, et pas que. En fait, j'ai eu plusieurs cas de figure. J'ai eu des cas de figure où c'est des personnes qui sont en poste, parce que les ESN aussi, il faut savoir que les meilleurs sont aussi souvent en poste, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on fait de la chasse, on ne fait pas du recrutement. La différence entre le recrutement et la chasse, c'est que quand on chasse quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en poste. Quand on recrute, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'est pas forcément en mission ou qui a posé sa démission. Il est clair dans sa tête, il veut partir. Mais souvent, dans le cas où on chasse des gens, on arrive à les attirer, on arrive à les intéresser, ils sont OK pour nous rejoindre. On leur fait une proposition, ils valident, ils acceptent la proposition d'embauche, ils n'ont pas encore démarré chez nous. Dans ce cas de figure-là, la société de la personne en question peut essayer de le retenir en lui proposant un peu plus, en lui proposant une évolution. Et finalement, moi, j'ai déjà eu des coups de fil. Désolée, Myriam, c'est vrai que 42, ça avait l'air génial, mais j'ai un lien particulier avec mon entreprise. Ils ont vraiment tout fait pour me retenir. Ils m'ont même proposé un meilleur salaire, etc. Donc, j'ai décidé de leur laisser leur chance encore. Bon, ça fait partie du jeu, tant pis. Maintenant, vous êtes étudiant. Je vais prendre du coup votre cas de figure. Vous finissez vos études, vous vous engagez avec une entreprise. Finalement, vous décidez d'aller dans une autre entreprise. Justifiez votre décision. Si vous leur dites clairement, moi, c'est pour l'argent, parce que j'ai une situation difficile, parce que finalement, le salaire que vous proposez, moi, je voulais tant et vous ne me l'avez pas proposé, alors qu'eux, ils se sont vraiment engagés et j'ai la mission, etc. Bon, ça passe, hein, bien évidemment. Tant que vous n'avez pas démarré, et même si vous démarrez, vous avez une période d'essai, vous avez 24 heures pour la rompre, hein, ça va très vite, hein, maintenant, les périodes d'essai pour les rompre, hein, pour le salarié. Donc, j'ai envie de dire, vous avez un peu tous les droits. Maintenant, ça va être dans la manière dont vous allez le faire. Moi, ce que je recommande, parce que ça peut arriver, hein, on se lance et puis on s'est trompé ou voilà, ça arrive. Toujours expliquer, prenez le temps de parler et juste pas envoyer un message ou un petit appel, ouais, désolé, j'ai eu mieux ailleurs, je vous abandonne. Pourquoi? Parce que le monde de l'informatique, c'est un petit monde. C'est un petit monde. Donc, alors je me suis répétée, mais partant de ce principe-là, vous serez peut-être amené à recroiser ces entreprises et vous allez peut-être un jour travailler avec, chez 42. Nous, par exemple, on a des développeurs et tout, mais on a aussi des managers qui ont des rôles importants chez des clients, qui ont des rôles de managers de projet, qui ont des rôles de leaders techniques. Vous allez peut-être un jour travailler avec ces équipes
Donc, soyez toujours cordial, c'est mon conseil. Maintenant, vous avez le droit de vous rétracter, vous avez le droit, tant que vous signifiez, même si vous avez signé une promesse d'embauche, vous pouvez la rompre même avant de démarrer. On ne va jamais vous faire un procès. Par exemple, au Luxembourg, par contre, quand vous signez une promesse d'embauche, vous êtes obligé de faire 2 semaines. Et après, là, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez rompre, vous rompez. Mais en France, non, on n'a pas cette histoire-là. Donc, si jamais vous signez une promesse d'embauche et que vous voulez y mettre un terme, c'est vous, c'est votre décision. Il faut la motiver, il faut l'expliquer, faut mettre les formes, je pense. On est tous des êtres humains. Il faut le faire dans le respect et pas juste, désolé, j'ai trouvé mieux ailleurs. Voilà. Ok. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Ça revient sur le CV, donc les certifications. Oui. Est-ce que les certifications apportent on dirait une augmentation de salaire sur les grilles de salaire des ESN? C'est-à-dire que la présence de certaines certifications Ça peut. garantissent une augmentation. Alors, ça ne garantit pas une augmentation, mais ça peut. Il y a aussi un autre sujet. Alors, déjà, si vous-même, vous avez passé des certifications, etc., bien évidemment, vous pouvez demander un peu plus en disant… C'est une négociation, c'est libre. Vous avez le droit de dire, voilà, j'ai passé ces certifs, je les ai financés et tout, c'est une plus-value, etc., etc. Très bien. Si en plus, vous avez passé la certif et vous avez mis en pratique au travers d'une expérience, c'est encore mieux. Maintenant, si vous avez juste une décoration de certif que vous n'avez jamais appliquée, vous avez juste jeté de l'argent par les fenêtres. Donc ça, c'est un premier point. Si demain, vous êtes dans une entreprise qui vous finance des formations, les formations sont très chères. Les formations, il faut savoir que c'est un business, hein. C'est encore une autre histoire. Les formations en moyenne coûtent à peu près 2 000 €. Il y en a qui sont moins chères, il y en a qui sont beaucoup plus abordables, mais pour une entreprise, c'est quand même un sacré budget. Le passage des certifications AWS, par exemple, elles sont un peu moins de 500 €. Donc ça va, ça reste encore abordable. Maintenant, si au cours de l'année, vous dites à l'entreprise, moi, je suis montée en compétence parce que vous m'avez payé une formation et parce que maintenant j'ai une certification et donc à la fin de l'année, je veux une augmentation, l'ESN a le droit de vous dire, justement, moi, plutôt que de vous augmenter, j'ai pris la décision de vous payer des formations parce que c'est aussi un investissement, c'est de l'argent aussi, c'est un budget. Il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai passé une formation, j'ai passé une certification, ça y est, j'ai passé une étape dans ma vie, et du coup, je veux plus d'argent. Ah non, non, ça ne marche pas comme ça. Ok, je vois. Nous, par exemple, dans les évolutions qu'on a proposées chez 42, comme je vous l'ai dit, ça se fait toujours dans le respect, et dans la discussion et dans l'échange. Et encore une fois, on met les formes. Mais nous, parfois, on dit à des salariés, écoutez, cette année, on ne peut pas vous augmenter pour telle ou telle raison. Par contre, je m'engage à vous payer telle ou telle formation. Mais du coup, c'est pendant l'entretien annuel. Donc, ça veut dire que c'est comme si c'était du budget passé. Donc, après, si à la fin de l'année, la personne veut me demander une augmentation parce qu'elle a bien travaillé, c'est autre chose. Bien évidemment que je vais pouvoir potentiellement l'augmenter. Mais les choses ont été dites clairement. Il n'y a pas eu d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Et si jamais, pendant l'entretien annuel, on n'a jamais parlé de certification, mais au cours de l'année, je vous paye une formation qui coûte très cher, parce que voilà, encore une fois, c'est de l'investissement, à la fin de l'année, je peux vous dire, écoutez, je vous ai quand même financé une formation. Dans l'entreprise, il y a d'autres salariés qui n'ont rien eu, qui n'ont pas eu de formation et qui n'ont pas eu d'augmentation l'année dernière. Et attention aussi, j'en profite parce que ça, c'est super intéressant. Les augmentations, ce n'est pas automatique, hein, ce n'est pas tous les ans. Je ne sais pas, alors le monde de l'informatique, voilà, on sait que c'est un monde très concurrentiel, etc. Mais il faut aussi être ouvert d'esprit et il faut oublier cette histoire que les augmentations, c'est automatique, c'est chaque année. Ah, pas du tout, hein. Ça, ça, il faut le savoir, hein. Donc, une entreprise a le droit de vous dire non. Mais après, encore une fois, il faut mettre les formes, il faut expliquer le contexte économique, il faut expliquer plein de choses aux salariés pour pas qu'il y ait cette frustration. Ok. Et si le salarié décide de changer d'entreprise et qu'il a à sa disposition justement les formations, enfin, les certifications liées aux formations, est-ce que dans ce cas-là, il peut faire cette réévaluation sur la grille des salaires de base? Bien sûr. Après, D'ailleurs, d'ailleurs, question un peu annexe, oui. quelle est la grille des salaires approximative dans le sens où genre le minimum et le maximum dans cette grille pour rester cohérent sur le marché? Alors, en fonction de votre niveau technique, en partant du principe que vous êtes sorti d'école, que vous avez fait des alternances, donc vous avez un plutôt bon niveau technique, les salaires aujourd'hui moyens sont entre 40 et 45 K.
meilleurs, parce que parmi vous, il y en a qui sortent du lot, hein, forcément, il y a des étudiants qui ont poussé les choses plus loin et tout, peuvent prétendre à un salaire entre 45 et 50. Mais il faut savoir que c'est pour les meilleurs et ça reste des cas exceptionnels. Maintenant, en moyenne, les salaires, quand vous sortez d'école, on est entre 40 et 45, avec l'inflation prise en compte, etc. Maintenant, pour revenir aussi sur la partie formation, etc. Donc, si jamais une société vous paye une formation, faites très attention à votre contrat de travail. C'est-à-dire, si dans votre contrat de travail, il est inclus des clauses de dédiformation. Qu'est-ce que c'est qu'une clause de dédiformation, vous allez me dire? Bah, c'est simple. Une entreprise, pour se protéger, parce qu'elle investit quand même de l'argent en vous, parce que vous payez une formation, c'est investir en vous, parce qu'on croit en vous et parce que vous allez aussi apporter des superbes résultats. Donc, on va investir 2 000, 3 000 euros, peu importe, on s'en fout. Si jamais vous avez une clause de déformation, c'est une clause qui stipule que dans le cas où l'entreprise paye une formation à un salarié, peu importe le montant, ou ça dépend, parfois on précise les montants, mais admettons que là on précise rien, c'est simple, moi je suis 42, je vous dis, si jamais je vous paye une formation et que vous partez avant que j'ai pu en profiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous partez dans l'année qui suit la formation, vous vous engagez à me la rembourser à 100%. Ah, ok. C'est pour me protéger. C'est parce que je vous ai payé une formation et j'estime qu'il me faut 1 an pour pouvoir après profiter de vos nouvelles compétences. Et c'est complètement légal, hein, c'est normal. Et parfois, si les formations, plus elles sont chères, plus la clause de déformation peut s'étaler sur plusieurs années. Mais je vous paye une formation à 5 000 euros, parce que et ça existe, hein, des formations à 5 000 euros. La première année, je vous dis, bah, vous me remboursez l'intégralité. La deuxième année, je dis, bah, vous me remboursez 50%, si jamais vous partez. Donc ça aussi, il faut faire attention à ça. Donc, lisez vos contrats. Chez 42 Consulting, par exemple, il n'y a pas de clause de déformation sur nos contrats. Par contre, moi, je mets en place les clauses de déformation et je préviens le salarié. Je lui dis, OK, très bien, cette formation, je te la finance. Par contre, je vais te faire signer une clause de déformation. Donc, à lui d'accepter ou de refuser. Au moins, il n'y a pas de surprise. Souvent, les salariés acceptent, hein. Ça n'a jamais été problématique parce que les gens qui demandent des formations, c'est des gens aussi qui veulent rester, qui sont bien. Et ce n'est pas des gens qui veulent juste profiter d'une société et puis après partir, hein. Donc, faites attention. Ok. Et imaginons que la formation, elle a été comment dire, imposée par l'entreprise. Donc tout ce qui est formation imposée par l'entreprise ne rentre pas dans cette catégorie. Ça peut si c'est dans le contrat. Et si c'est moi demain qui vous paye une formation, ben, je peux vous dire, vous devez absolument la passer. Par contre, vous me signez une clause. Alors, vous avez le droit de refuser la clause. Maintenant, si vous refusez la formation, c'est vrai que ce cas de figure ne m'est jamais arrivé. C'est une bonne question. Je ne sais pas après si je peux engager des poursuites vis-à-vis d'un salarié qui refuse de se former. Bah, après, si c'est une formation obligatoire, je pense que il y a des secteurs, par exemple, où c'est de la chimie ou c'est voilà, des secteurs où malheureusement les formations sont obligatoires. Si vous refusez, oui, je pense que vous pouvez vous faire licencier, hein. Côté IT, je ne sais pas. Mais côté IT, si j'ai un salarié qui refuse une formation, je serais très étonnée, hein. Honnêtement. Si dans la clause il y a écrit vous restez 4 ans, Il n'y a pas écrit que vous restez 4 ans. Parce que après, c'est implicitement. en fait, vous savez, moi, parfois, et ça, après, c'est la mentalité de 42, moi, j'ai des salariés pour qui j'ai payé des formations, pour qui j'ai fait signer des clauses de déformation, et 6 mois plus tard, 8 mois pour des raisons personnelles, ils ont dû quitter l'entreprise. J'ai compris aussi leurs raisons. C'est pour ça que je vous ai dit, tout est dans la discussion, tout est dans la relation de confiance que vous créez avec votre employeur. On a cédé, bien sûr, on était déçus de perdre des super profils, mais on comprend aussi leur vie personnelle. Il leur est arrivé des choses plus ou moins graves ou juste voilà, on a envie de changer de carrière, on a envie de faire autre chose, on veut partir. Nous, on pensait bien faire en investissant, on s'est loupé. On a aussi un cœur, même si souvent les entreprises, on vous les définit comme des sociétés cruelles et juste capitalistiques, bref, je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais passons. Non, c'est pas partout pareil. Moi, chez 42, j'ai déjà eu des salariés, à contre-cœur, ils sont partis, on est resté en très bons termes, on est toujours en relation. Mais j'ai essuyé c'était pas vraiment le terme, mais en gros, j'ai effacé cette clause de déformation. C'est-à-dire, je l'ai dit à la personne, ne vous inquiétez pas, vous partez en paix et la clause, on l'oublie. Ok. Donc, Donc, dans le cas où, imaginons, le salarié est licencié, bon, pour X ou Y raison, hein, ça peut être justifié ou injustifié.
Est-ce que cette clause de dédiformation est toujours d'actualité? Alors, normalement, la clause de difformation, c'est si le salarié décide de partir. Maintenant, si c'est Ok, l'employeur qui essaye de vous virer, ou qui essaye de vous licencier, voilà, j'ai un doute. Parce que si c'est à l'initiative de l'employeur, vous pouvez peut-être échapper à cette clause parce que c'est pas vous qui avez décidé. Non. Et d'ailleurs, vous y échappez parce que c'est pas vous qui avez décidé de partir, c'est l'employeur. Donc, vous d'accord. pouvez rester, mais il a décidé de vous virer. Donc, vous n'allez pas rembourser la formation, normalement. Normalement. Ok, Ça me paraît logique, mais encore une fois, je n'ai jamais eu ce cas de figure-là. À ouais, vérifier. parce que la personne pourrait faire de l'argent un peu sur le dos, mais j'ai aussi une question. Est-ce que par rupture conventionnelle, donc un accord commun, c'est c'est le cas aussi? Oui, dans le cadre de la rupture conventionnelle, si vous vous mettez d'accord, ça va être un sujet de discussion. Là, par contre, c'est un sujet de discussion. Je n'ai pas eu ce cas-là, encore une fois, mais il faut en discuter lors de la rupture conventionnelle, effectivement. Il faut en Ok, discuter et si l'employeur accepte la rupture conventionnelle, bon, il va pas vous demander le remboursement, mais il va vous dire, par contre, si en cas de rupture conventionnelle, vous demandez beaucoup d'argent, il va plutôt vous dire, bah non, on part sur le minimum légal et j'essuie la clause de dédiformation et on y va, quoi. Ça peut être une option, hein, je sais pas. ok, C'est vraiment des cas spécifiques pour le coup. d'accord. Euh, et j'ai une question, enfin c'est ma dernière, je pense. Pas de souci. Euh, c'est par exemple, imaginons l'entreprise vous passe un véhicule de fonction, ou en tout cas vous fait la proposition de vous passer un véhicule de fonction. Est-ce que ils peuvent vous, comment dire, vous maintenir dans l'entreprise de cette manière en disant oui, on vous a passé un véhicule, donc vous êtes tenu de rester dans l'entreprise pendant une certaine durée. Ah, pas du tout. Ok, Non, 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 pas du tout. Si vous voulez partir, vous partez. La voiture de fonction ou pas, non. ok, Pas à ma connaissance, encore une fois, mais pour moi, non. ok, ok. Merci. Allô, allô, bonjour. Alors, on va dire dernière question alors, s'il vous plaît, parce que le prochain intervenant sera là à 14h30. Ok, parfait. Et donc, ça laisse suffisamment, très peu de temps finalement pour faire une pause déjeuner. Juste Allez-y, s'il posez vous... la dernière question. Ok, parfait. Juste s'il vous plaît, qu'on en parle d'un profil qui est en sortie d'école, alors que, disons qu'il a cumulé plusieurs expériences, je sais pas, des stages, 2 ans d'alternance, des trucs comme ça. Est-ce qu'il est compté comme un profil débutant ou comme un profil qui a quand même de l'expérience? Genre, est-ce que les années de l'alternance, est-ce que ça compte dans l'expérience? Alors effectivement, c'était une question qu'on a eue un petit peu avant. Tout dépend des entreprises. Il y a des entreprises, comme je vous ai dit, je vous avais expliqué un peu le système de grille de rémunération, etc. Mais même si vous avez de l'alternance, il y a des grosses sociétés qui estiment que vous êtes sorti de l'école et donc dans leur grille, dans leur organisation, dans leur politique de gestion des ressources, elles ont décidé qu'un sorti d'école, peu importe s'il a fait de l'alternance ou pas, il rentre dans la catégorie 0-2 ans d'expérience, c'est-à-dire junior. C'est des sociétés voilà, il faut bien partir de quelque chose pour faire des grilles. Donc, il y en a, c'est l'obtention du diplôme. Peut-être qu'il y a d'autres sociétés qui se disent, qui ont des grilles différentes et qui, elles, vont dire, sortie d'école, mais avec alternance, on va le considérer plutôt, même si tu as 2-3 ans d'alternance, on va le considérer un junior, mais avec 1 an ou 2. Donc, dans la grille, il sera peut-être un peu plus au-dessus que celui qui sort d'un stage. Quoi qu'il en soit, l'alternance, bien évidemment, c'est super important, c'est super intéressant et je me le répète, c'est un gage de qualité, d'implication parce que c'est une organisation entre votre entreprise, vos cours, vos examens, etc. Donc, pour moi, ça reste un gage de qualité et c'est très positif. Et parfois, il y a des sociétés qui vont vous payer plus qu'un sorti d'école qui n'a pas fait d'alternance parce que vous aurez fait cette alternance. Donc, mais tout dépend, encore une fois, des entreprises, de leur grille, de leur organisation et de leur mode de fonctionnement. Ok, après, je me suis demandé s'il y a une convention qui limite ça, un truc comme ça, parce que je me dis, les entreprises, finalement, ils ont tendance à chercher des profils, même à les rendre plutôt juniors pour payer moins, pour proposer moins, ou je sais pas, genre pour rentabiliser par rapport à un profil qui est meilleur. Ils Bien vont sûr. peut-être profiter un peu de ça, mais Non, après,
Si vous sentez ça, déjà, il faut fuir cette entreprise. Hein. Faut pas se forcer. Hein. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas vraiment. Les grilles de rémunération dans les grosses sociétés, souvent, c'est des accords qui ont été menés. Il y a eu quand même les syndicats qui ont été sollicités, etc. Donc, les partenaires sociaux qui ont été sollicités pour mener à bien ces grilles. Dans les petites sociétés comme 42 Consulting, on a plus ou moins des grilles, mais il n'y a pas eu de partenaires sociaux sollicités. Enfin, on arrive aussi parfois à déborder de ces grilles. Tout s'explique. Hein. Moi, ce que je dis, ce que j'aime dire, c'est qu'on rémunère aussi des compétences et pas que. Il y a des seniors qui sont nuls. Hein, je suis désolée de le dire, mais il y a des seniors qui, ça fait 10 ans qu'ils font du développement et ça fait 10 ans qu'ils se sont arrêtés à une interface HTML, SS, CSS, par exemple. Hein. Et je ne dis pas que c'est nul en soi, mais je dis juste que c'est plutôt basique. Et on a des jeunes qui font des trucs très poussés, très techniques et qui méritent un meilleur salaire. Donc, il y a aussi ça. Et ça, c'est la culture d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec des grilles. Malheureusement, pour les grosses sociétés, elles ont leur grille et donc elles vont vous dire c'est tant, point barre. Pour les plus petites, moyennes entreprises, là où il y a plus de manœuvres de négociation et on va plus finalement rémunérer des compétences plus que junior, senior, sortie d'école ou quoi. Ok, ouais, merci. Moralité, continuez à développer vos compétences. Bien sûr, c'est très important. Bon, Myriam, on va devoir te remercier infiniment Merci. pour ta présentation. Tu as eu là encore beaucoup de questions. Merci pour tes réponses. J'espère que tout a été clair. En tout cas, j'en ai le sentiment. Et Merci. on va reprendre du coup à 14h30. Même venez un petit peu avant sur Zoom. Et puis pour ceux qui sont de Paris, on fera l'appel sur Teams comme ce matin. Merci Myriam, merci à tous. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. Myriam. Au revoir. Merci infiniment. À tout à l'heure.